Ah, j'ai l'impression. 1, 1. Tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a des... Oui. 1, 2. Vous voulez justement proposer? Oui, oui. 1, 2, 3. Débat dans 1 minute 45. François? Oui. Tu veux que je parle? Voilà, votre live dans quelques... Bonsoir et bienvenue au Club de la presse et de la communication de Normandie pour le débat du deuxième tour des élections municipales à Rouen. 2 candidats sont encore en lice et les 2 finalistes sont avec nous. Bonsoir tout le monde. D'abord, Nicolas Maillard-Rossignol. Bonsoir. Je vous présente en quelques secondes. Vous conduisez donc la liste Fier de Rouen. Vous avez 43 ans depuis peu. Vous êtes directeur général délégué d'entreprise Nutricet, conseiller municipal, conseiller régional aussi de Normandie. C'est votre première candidature à la mairie de Rouen. Au premier tour, le 15 mars, vous aviez recueilli 29,5% des voix. Et vous avez fait un ralliement avec la liste Réenchanton-Rouen, menée par Jean-Michel Bérégovoy, les écologistes. Réenchanton-Rouen, l'écologie en acte. L'écologie en acte. Voilà pour votre présentation. Jean-François Bure, vous menez la liste au cœur de Rouen et vous avez... Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez 53 ans, ça n'a pas changé, je pense. Vous êtes directeur général France de l'As Mobili, le groupe italien de mobilier de bureau. Vous êtes conseiller municipal et vice-président du département. C'est votre deuxième candidature à la mairie de Rouen. Au premier tour, vous avez obtenu 10,16% des voix. Pour ce deuxième tour, vous ne partez pas seul. Vous partez avec Marine Caron et sa liste Ensemble pour Rouen, qui avait recueilli 6,14% des voix. Et donc pour ceux qui nous regardent donc en direct sur Facebook, vous pouvez participer et poser vos questions sur les pages Facebook de 76 Actu, la page Facebook de Paris Normandie et la page Facebook aussi du Club de la presse et de la communication de Normandie. Et juste avant de commencer, on voulait remercier ActuAprod pour les moyens techniques et humains ce soir pour ce débat. Alors on entre directement dans le vif du sujet. Messieurs les candidats, on va apprendre à vous connaître. Alors quand je dis on va apprendre à vous connaître, on va apprendre à connaître les hommes que vous êtes. Une question courte, une réponse courte. On commence tout de suite. Quelle est l'incontournable visite à Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol? L'incontournable visite à Rouen, je dirais évidemment la cathédrale. Parce qu'elle est incontournable, parce que c'est un des emblèmes, sinon l'emblème de la ville. Réponse courte pour une question courte. Même question pour Monsieur Bure, incontournable visite à Rouen. Alors moi je dirais le Robec. Et j'aimerais bien que ce soit incontournable, parce que c'est la route des Moulins. Il y a beaucoup de travail à faire. Moi j'y passe souvent. C'est pas forcément en bon état et entretenu et propre, malheureusement. Et c'est un endroit que pas tous les Rouennais connaissent. Et qui a un beau travail à faire en fait pour valoriser ce patrimoine. Monsieur Bure, votre chanson préférée?
Get Lucky. Monsieur Maillard-Rossignol, une chanson préférée? Une seule chanson préférée, mais vos questions sont infernales. C'est beaucoup trop difficile pour le tout petit musicien que je suis. Il y en aurait tellement. Lily de Pierre Perret, elle est magnifique et le message n'a rien perdu de son universalité. Nicolas Maillard-Rossignol, on reste avec vous. Où aimez-vous manger à Rouen? Il y a plein d'endroits, mais on va prendre un endroit qui gagne à être connu. Pour le coup, tout à l'heure, on m'avait interrogé sur quelque chose d'incontournable que tout le monde doit connaître partout dans le monde. Là, je vais vous proposer un restaurant que tout le monde ne connaît pas alors qu'on y mange très bien, qu'il y a des gens qui se démènent sur ce restaurant pour faire de l'insertion, pour valoriser. Il y a du bio, il y a des gens absolument formidables. C'est Léo à table sur les Hauts-de-Rouen. Où manger, monsieur Bure? Dernier restaurant, Le Gros, en fait, qui est une institution. Le sport que vous pratiquez? Je reste avec vous. Footing. Footing? Tennis, foot. Tennis, je continue encore en compétition. Le tennis, il m'est arrivé d'être mené 6-0, 5-0, 40-0 et gagner le match. Dernière balle, dernier rebond. Ça se joue jusqu'au bout. Nicolas Maillard-Rossignol, quelle était votre principale occupation pendant le confinement hors politique? D'abord, retrouver ma famille, parce que c'est un engagement personnel, hein, une campagne, mais chacun doit savoir quand même que c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'on se retrouvera là-dessus avec Jean-François Bure. Retrouver mes enfants, retrouver mon épouse, ma famille, retrouver les liens, reprendre la musique. On en parlait il y a quelques instants. Et puis, mais je ne veux pas en faire publicité ici, avec le collectif Fier de Rouen, nous avons été très actifs sur toute une série de sujets de solidarité pour aider des personnes vulnérables, par exemple, pour aider des commerces de proximité. On a aussi monté un cycle de conférences. Bref, il fallait rester sur le pont, mais sans en faire de communication. Jean-François Bure. Alors évidemment, famille aussi, jardinage et beaucoup de lecture. Et puis une activité aussi avec Seine-Maritime Attractivité que je préside, où on a travaillé sur des initiatives à prendre en matière d'économie, de tourisme pour la rentrée. Monsieur Bure, votre dimanche idéal, ça ressemble à quoi? Alors ça commence forcément par un footing, un tour de la ville de 10 km, et puis un déjeuner en famille, bien sûr. Et là aussi, un peu de lecture, si c'est possible, s'il n'y a pas d'activité, de choses à préparer pour la semaine d'après, pour le département ou professionnellement. Monsieur Maillard-Rossignol, le dimanche idéal? Le dimanche idéal, c'est le dimanche qui surprend. C'est le dimanche où on découvre. C'est le dimanche où on réfléchit, où on travaille. C'est peut-être la journée de la semaine où on peut le mieux travailler finalement. Parce que c'est là où, mais oui, parce que c'est là où on peut créer, où on peut inventer, où on peut réfléchir. Moi, je suis plutôt quelqu'un de curieux de nature. J'essaie de regarder vers l'avant, vers le long terme. Et le dimanche fait partie de ces jours, avec peut-être le mois d'août pendant l'année, pendant lesquels on peut se poser un peu et réfléchir au-delà du quotidien, du nez dans le guidon, comme on dit. Alors on va quand même parler un peu politique. Nicolas Maillard-Rossignol, quelle est la proposition la plus osée de votre programme? La plus osée de notre programme, c'est probablement de faire de Rouen la championne, une référence européenne sur la transition écologique. Je dis que c'est la plus osée parce que l'image de Rouen, reconnaissons-le par son histoire, c'est d'abord une image, et c'est pas péjoratif, d'une terre industrielle, avec des contraintes. On se souvient évidemment de l'incendie du 26 septembre. Faisons du judo. Faisons de ces contraintes une opportunité. Devenons les champions de la dépollution des sols, des friches, les champions de l'amélioration de la qualité de l'air, de la logistique fluviale, des énergies renouvelables. Alors que ça n'est pas au départ l'image de Rouen, c'est en train de changer. On a aujourd'hui des entreprises qui sont spécialistes sur Rouen, par exemple du recyclage de l'eau de pluie, de la dépollution des sols. Voilà une référence et voilà une ambition, une vision pour l'avenir, pour tout le territoire rouennais qui concilie écologie et économie. Jean-François Bure, la proposition la plus osée de votre programme? Faire le contournement Est, parce que visiblement, il y a de moins en moins d'adeptes. Et je suis aujourd'hui, donc, avec Marine Caron, les deux derniers défenseurs de cet équipement, de cette infrastructure absolument indispensable, encore plus dans le contexte actuel des difficultés économiques qu'on va rencontrer dans les mois, voire malheureusement dans les années à venir. Le 3 juillet prochain, l'un d'entre vous sera maire de Rouen. On sait qu'à l'instar des présidents de la République, les 100 premiers jours sont déterminants. Quels seront vos 100 premiers jours? Je ne sais pas qui veut prendre la parole des deux en premier. Peut-être Nicolas Maillard-Rossignol. Si vous voulez.
On a la chance, avec l'équipe que je porte, de pouvoir incarner le renouveau. Ce que j'appelle le renouveau, c'est le mélange entre la jeunesse, j'ai 43 ans, si je suis élu, je serai l'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune maire de Rouen, avec beaucoup de renouvellement, et en même temps de l'expérience, c'est-à-dire que j'ai mon expérience privée, j'ai présidé, j'ai géré une grande collectivité, la région Haute-Normandie. C'est important parce qu'il faut une équipe qui puisse tout de suite être en capacité d'agir. Il y a 3 priorités pour les premiers jours, comme vous dites, les 100 premiers jours. D'abord, ça peut vous paraître étrange, mais santé, éducation. Santé, parce qu'on doit préparer l'éventualité, je ne le souhaite pas, mais il ne faut pas l'écarter, d'une résurgence de la pandémie. C'est possible, il faut s'y préparer. Il y a aussi la santé par rapport aux enjeux industriels. N'oublions pas Lubrizol, Normandie Logistique. Éducation, la rentrée des classes. Et puis avant la rentrée des classes, pendant cet été, que vont faire nos enfants, les jeunes? Des activités apprenantes, éducatives, socio-culturelles. Ça, c'est la première priorité. Deuxième, tout pour l'emploi local. Commerce, tourisme, travaux publics. Il faut relancer la machine. D'où l'importance de la métropole. Vous savez que je suis candidat pour que le maire de Rouen, que je serai, soit aussi président de la métropole. Culture, monde associatif, sportif. Et puis la dernière priorité, mais qui n'est pas la moindre, c'est le lien social. Que les Rouennais, les Rouennaises, les Rouennais, les habitants de l'agglomération en général d'ailleurs, se retrouvent. Parce que dans cette période, on voit bien que ce lien social a été altéré et on en a besoin demain. Donc santé, éducation, tout pour l'emploi local et le lien social. Par rapport, je me permets, par rapport aux associations, qu'est-ce que ça veut dire, association, culture, dans les 100 premiers jours? En quoi ça devient une priorité pour les 100 premiers jours? Moi, je veux que la ville vive, revive si vous voulez, qu'elle relève la tête par rapport à cette quadruple crise que nous vivons, sanitaire, économique, sociale, écologique. On a des associations qui œuvrent pour l'éducation populaire des jeunes, pour l'insertion, pour l'alternance, pour les stages d'été, pour les jobs d'été. Soutenons-les tout de suite. On en a besoin maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire cet été? Dans les quartiers et puis partout à Rouen. Et puis les associations sportives, elles se font beaucoup de soucis pour demain. Est-ce qu'elles auront encore leur soutien dans de petites entreprises qui vont peut-être être en difficulté? Pareil, il faut leur donner de la stabilité, de la visibilité, de la confiance. Ça, c'est des contractualisations, des conventionnements avec la ville, avec la métropole. Voilà quelques exemples. Mais le lien associatif, il est très fort à Rouen. Il y a énormément d'associations à Rouen. Il faut s'appuyer dessus et puis elles peuvent contribuer à l'économie du territoire. Par exemple, en animant la ville, c'est bon pour le commerce aussi. On voit bien que les commerçants à Rouen, les artisans, demandent plus d'activité sur la ville parce que ça permet, là aussi, de faire vivre l'économie locale. On va revenir aux propositions. Avant, on va essayer d'entendre aussi les 100 premiers jours de Jean-François Bure pour voir s'il y a des similitudes ou pas du tout entre vous. Quels seraient, Jean-François Bure, à partir du 3 juillet, vos 100 premiers jours? Alors il y a 3 priorités qui sont directement liées au contexte de crise économique, crise sociale et crise éducative. Pour moi, c'est les 3 priorités et donc il va falloir mobiliser et le maire et naturellement toute l'équipe municipale sur ces 3 sujets absolument majeurs. On a fait des propositions avant le premier tour dans notre projet qu'on a enrichi ces dernières semaines parce que c'est vrai que c'est là que tout va se passer dans les mois et encore une fois peut-être dans les années à venir. Donc sur l'économie, déjà la première chose à faire, c'est de faire en sorte de faire travailler les acteurs de l'économie locale ensemble. Ce n'est malheureusement pas le cas. On a la chance d'avoir des agences d'attractivité, les chambres consulaires, d'avoir l'union portuaire. Tous ces acteurs-là, j'avais proposé il y a quelques années qu'on puisse travailler ensemble, pas créer une superstructure qui n'aurait pas de sens, mais simplement que les gens ne travaillent pas en silo et se mobilisent tous ensemble pour définir et hiérarchiser des priorités. Donc cette proposition à l'époque avait été refusée par Frédéric Sanchez. J'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir mettre en œuvre cette première action qui va nous permettre tout de suite de définir les priorités. Je parlais tout à l'heure du contournement Est, pour moi c'est très très important parce que le maire de Rouen va devoir se positionner très vite. Naturellement, l'État n'attend que ça, que le futur maire de Rouen, voire éventuellement le futur président de la métropole, se désengage de ce dossier pour que l'État se rétracte sur ce sujet. Définir des priorités pour le commerce et l'artisanat, c'est évident. Là, il y a un travail de fond à faire puisqu'on sait très bien que beaucoup de nos commerçants sont en souffrance. Ils ont eu un certain nombre de sujets ces dernières années et il faut qu'on fasse quelque chose urgemment. Donc mobiliser toutes les énergies. De la même manière, sur la dimension sociale, il y a plusieurs pistes de travail. On a vu que pendant le confinement, on avait une augmentation de plus de 30% des violences intrafamiliales. Ce n'est pas acceptable. Il faut vraiment qu'on
on se mobilise, et à l'échelle de la ville de Rouen, on peut se mobiliser en créant, par exemple, des appartements meublés pour recueillir les familles. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête avec l'ensemble de l'équipe au cœur de Rouen, et il faut qu'on agisse. Sur l'éducation, on a vu aussi que pendant le confinement, tous les enfants n'avaient pas le moyen d'apprendre dans les mêmes conditions. Donc, dès la rentrée de 2020, il faudra mobiliser le corps enseignant pour faire évoluer les activités périscolaires et le concentrer vraiment sur les fondamentaux de l'éducation. Alors justement, l'un de vos points communs, c'est donc la priorité à l'éducation. Le 3 juillet, vous serez maire, vous allez devoir préparer une rentrée scolaire dans des conditions ou avec une visibilité quasi nulle sur une éventuelle deuxième vague de Covid-19. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? 2 mois, c'est très court. Monsieur Maillard-Rossignol. Oui, effectivement, c'est un sujet absolument prioritaire. Je l'ai indiqué en première priorité. Peut-être un point de nuance par rapport à ce qui vient d'être dit. Travailler avec le personnel enseignant, c'est vrai, le périscolaire, les services de la ville, les associations aussi, qui ont un rôle très important en matière éducative aussi. Mais attention, on ne peut pas le faire, comme ça a été dit, à la rentrée, hein, c'est tout de suite. Hein. Le 3 juillet, et je dirais même le 29 juin, on s'y met tout de suite, parce que vous venez de le dire, on va avoir très très peu de temps. La difficulté qu'on a, et tous les acteurs du monde de l'éducation vous le confirmeront aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de visibilité. Par exemple, le protocole sanitaire qui a été fourni par l'État, je ne fais pas de polémique en disant ça, mais il a été fourni tardivement, avec des contraintes très importantes, très difficiles à respecter. Et puis on a aussi des incertitudes, et là on peut blâmer personne, sur l'évolution du virus. Donc comment il faut faire? Moi je n'ai pas de recette miracle, je ne prétends pas avoir une solution comme ça magique, mais je pense que d'abord il faut en faire une priorité politique, il faut tout de suite réunir tous les acteurs d'une manière extrêmement fluide, pragmatique, d'ailleurs y compris avec les élus de l'opposition, y compris en travaillant avec les communes aux alentours, parce qu'il peut y avoir des bonnes idées qui sont mises en place, par exemple à Sotteville ou à Elbeuf ou ailleurs, pour essayer d'avoir une approche harmonisée, parce qu'il n'y a rien de pire quand d'un côté de la rue ça se passe comme ci, quand de l'autre côté ça se passe comme ça, et pour essayer de préparer le plus en amont possible. Probablement qu'il faudra pour la rentrée de septembre un peu plus de moyens qu'une rentrée habituelle. Je pense au périscolaire, je pense à la sécurisation des lieux à l'intérieur de l'école et autour de l'école, peut-être des espaces plus apaisés, plus piétonnisés pour les enfants au début, tout simplement pour faciliter cette rentrée. Et puis écouter les acteurs. Ce qui m'a frappé, moi, dans la période, et là encore sans esprit polémique, c'est que les acteurs locaux, les professeurs des écoles par exemple, les personnels de la ville ou les associations, les personnels dans le périscolaire, disaient à l'État: mais écoutez-nous, faites-nous confiance. Ce que vous nous proposez vu d'en haut, ça n'est pas applicable. C'est trop compliqué, trop contraignant, et on aboutissait à des situations ubuesques. Le rôle du maire, il ne peut pas tout faire, mais il peut au moins faciliter, donner des moyens là où c'est utile, et surtout faire travailler ensemble tous les acteurs. Jean-François Bure. Oui, ce que nous apprend cette crise, c'est qu'on doit s'adapter maintenant très vite. On n'a pas de visibilité, donc il va falloir préparer cette rentrée en mobilisant les différents acteurs. Il faut penser aussi, malheureusement, on n'y a pas pensé du tout depuis des semaines, voire des mois, aux parents. Et également les mettre autour de la table pour nous aider en fait, à construire cette rentrée et pouvoir s'adapter en fonction des circonstances du moment. On va passer aux questions des internautes, parce qu'il y en a, ils vous suivent là, en direct en ce moment. Et on a une question de Gilles qui concerne les commerçants, parce que vous l'avez un petit peu abordé, Monsieur Bure, sur la place de la voiture, qui dit avec tous ces travaux, avec très peu de recharge pour véhicules électriques, vous ne voulez plus de voitures dans la ville, pose la question. Vous pensez que les commerçants du centre-ville peuvent vivre qu'avec des habitants desservis par les transports en commun? Point d'interrogation. Donc, une question pour répondre à Gilles. Sur ces travaux, sur ces... Ah oui, non, mais Gilles a raison. Sur les travaux, par exemple, les travaux de cœur de métropole ne sont pas terminés. Il faut dialoguer avec les commerçants qui nous disent ne reprenez pas les travaux tout de suite.
Je pense qu'il faut effectivement les écouter, les entendre et de se dire qu'on ne peut pas reprendre les travaux en septembre comme si de rien n'était et qu'il faut repousser plus tard, en concertation bien sûr, mais je pense que reprendre ces travaux en début d'année, les laisser souffler, leur permettre d'avoir ces terrasses pour essayer d'amortir le choc en fait, de ces quelques mois, c'est une nécessité. Moi je propose aussi que les parkings relais soient installés de toute urgence. C'est un projet que nous portons depuis le début de cette campagne. Les parkings relais sont utiles. Il y a aussi le prix du stationnement. Il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on ne soit pas, pour ce qui concerne la mairie, à se dire c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de la région, du département, etc., etc. Donc on doit aussi faire des efforts. Juste une précision, quand vous parlez du prix de stationnement, à la hausse ou à la baisse? À la hausse fortement, bien sûr. Évidemment, on fait un forfait commerce pendant quelques mois, en tout cas jusqu'à 2020 globalement, comme le prix des terrasses, des publicités, tout ça, il faut vraiment faire un effort massif et c'est aussi à la mairie de faire cet effort. Donc on retarde les travaux de cœur de métropole évidemment et puis on fait un forfait stationnement pendant quelques mois. Après, on verra comment les choses évoluent pour 2021. Là, ce sera peut-être une nouvelle stratégie. Comme je le disais tout à l'heure, il va falloir s'adapter au mois le mois. La place de la voiture, Monsieur Maillard-Rossignol, c'est quoi dans le centre-ville de Rouen? Il faut une vision et il faut aussi du pragmatisme. La vision, c'est que c'est pas parce qu'il y a le coronavirus que la Terre a arrêté de se réchauffer. Donc, moi, j'essaie d'être honnête. Regardez les grandes agglomérations, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, etc. Dire que demain, sur la vision, sur le long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudrait plus de voitures en centre-ville, je pense que ce serait malhonnête. Parce que c'est contraire à ce qui se passe. J'ai bien conscience que je ne vais pas forcément me faire des amis en disant cela, mais je pense qu'il faut tenir un discours de vérité. Ça ne veut pas dire, j'en viens au pragmatisme, qu'il faut interdire la voiture en centre-ville, pas du tout. La réalité sur le territoire de Rouen, c'est que la ville-centre, par rapport à son aire urbaine, c'est-à-dire l'agglomération et au-delà, est petite. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas à Rouen, mais qui vont à Rouen, et ils habitent dans des endroits où il n'y a pas les transports en commun, en tout cas pas suffisamment fréquemment, et où de toute façon il n'y a pas d'alternative à la voiture. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, développer des outils concrets au quotidien. On a cité les parkings relais, c'est une bonne idée. Je ne sais pas trop pourquoi on parle des tarifs. Les parkings relais, ils sont gratuits aujourd'hui. Par contre, ils sont mal signalisés. Il n'y en a peut-être pas assez, effectivement, dans certains endroits. Et il faut une tarification plus attractive sur le transport en commun qui permet d'acheminer jusqu'au centre-ville. Favoriser le covoiturage. Favoriser aussi les véhicules propres. On a parlé, même si ça peut faire débat, des véhicules électriques. Aujourd'hui, le stationnement est gratuit pour un véhicule électrique à Rouen. Et quand j'étais président de région, on a soutenu massivement l'installation. Toutes les bornes de recharge que vous voyez ici, mais également au Tré, à Duclair ou ailleurs, elles ont été financées par la région. Il faut accentuer ce modèle-là. Il y a aussi des aménagements, reconnaissons-le, qui ne sont pas encore au niveau en matière de pistes cyclables, de sécurisation des pistes cyclables et plus largement de partage de l'espace public. Ce ne sont pas des sujets faciles, il ne faut pas faire de dogmatisme. Je voudrais dire un point qui me paraît très important sur les travaux et sur la méthode. Un point rapide. Oui, un point très rapide. La grosse difficulté, et je pense qu'on se retrouvera sur ce point-là, qu'on a eu ces dernières années, c'est qu'on avait d'un côté la métropole, parce que c'est elle qui a les leviers. Tous les travaux dans la ville, ce n'est pas la ville. La voirie, c'est la métropole. Exactement. Les transports en commun, c'est la métropole. Tous les grands travaux, le cœur de métropole, c'est la métropole. Tout cela, c'était la métropole, et on avait la ville à côté, et comme on avait deux personnes différentes, avec des services différents, même quand ils s'entendaient bien, et Dieu sait qu'ils ne se sont pas toujours bien entendus, ça mettait du temps, on ne se comprenait pas, et les acteurs sur le terrain, à commencer par les commerçants, étaient perdus. Moi, je suis candidat pour que le maire de Rouen que je serai soit aussi président de la métropole pour qu'enfin on puisse un peu simplifier et rendre lisibles les choses. Reculer les travaux pour mieux sauter, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Par contre, il faut qu'on ait une planification et qu'on sache clairement quand auront lieu les travaux en concertation avec les commerçants. Une question plus estivale. Est-ce qu'il y aura un grand événement cet été pour rassembler les jeunes? Est-ce que c'est au programme? Surtout que beaucoup disent que ça pourrait effectivement détendre l'atmosphère. Question d'Imanu qui nous regarde. Réponse courte, oui. Quand j'étais président de région, j'avais mis en place les concerts gratuits de la région. Ils étaient très populaires. C'est important d'avoir des événements où les Rouennais se retrouvent. J'y suis très attaché. La culture, elle doit être accessible à toutes et tous, en privilégiant d'abord les artistes locaux. Peut-être Monsieur Bure sur les fêtes Jeanne d'Arc, pour répondre à cette question-là, ça peut être ça?
Vous connaissez bien mon Votre programme, en fait. programme. Alors, deux choses. Petite précision concernant Cœur de Métropole. Ce n'est pas, c'est la métropole qui porte le projet, mais comme vous savez, c'est un cofinancement à la fois. Ah bah oui, parce que c'est la moitié du budget. Métropole, c'est pas un budget de la ville, et la région, vous le savez bien parce que vous avez été président de région. Voilà. Et le département. Donc, si on a été en capacité de faire un effort significatif en termes de voirie, qui était à peu près la plus déplorable de France, des grandes villes, c'est parce qu'il y a eu cette mobilisation des acteurs. Donc, je pense que c'est important de parler de ce lien entre la ville et la métropole. Mais il faut toujours y ajouter les autres acteurs. Parfois l'État, et en tout cas, forcément, le département et la région. Sur l'animation de la ville, c'est la clé. C'est la clé de l'attractivité et du rayonnement de la ville. Pour les jeunes, un festival jeune. Il y a un gros travail. Moi, j'ai un projet sur les musiques actuelles, par exemple. Voilà. Mais cet été, là, on parle de cet été. Alors, sur cet été, si la possibilité, parce que c'est quand même très court, hein, je veux dire, on parle du début juillet, ce qui est certain, c'est pour avoir cette vision en termes d'attractivité et de rayonnement, on a impérativement besoin d'animer cette ville. Il y a un désir profond vraiment des Rouennais de voir, on le voit depuis 2 ans avec la parade où on voit tous les Rouennais dehors. Bon, donc nous, notre projet, c'est simple, c'est 52 semaines, 52 occasions de venir à Rouen. Monsieur Maillard-Rossignol, vous vouliez rajouter? Non, simplement, je pense que c'est très important qu'on ait des animations dès cet été. On a plein d'artistes locaux. Je pense au Calife qui peut nous aider, par exemple, ou au 106. Il y a plein de choses à faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. On passe à une thématique sur l'urgence sanitaire. On l'a abordé d'abord avec le Covid qu'on a tous connu. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, intimement, cette crise du Covid? Qu'est-ce que ça a remis en question chez vous, Monsieur Bure? Deux choses, moi je l'ai constaté autour de moi et on l'a tous constaté, la peur de l'inconnu, première chose. Notre incapacité, parce qu'on n'avait pas cette expérience-là, à gérer en fait la situation. D'autres pays l'ont mieux fait que nous, mais on voit bien que pendant des semaines, on était mal informés. La recherche des masques, les vaccins, etc., c'est les tests. Bon, c'est une expérience commune qu'on partage. Parfois, l'intelligence collective est meilleure ailleurs. Donc, ça réinterroge vraiment notre modèle. Relocaliser des entreprises, par exemple. Donc, c'est une situation qui nous oblige vraiment à repenser énormément de choses. L'autre point clé, c'est l'économie. Et je pense qu'on est vraiment, je le disais au début de... Là, vous abordez du coup le terrain politique, plus politique, mais vous pouvez si vous voulez. Oui, enfin sur le terrain politique, sur la situation de crise économique qu'on va connaître dans les semaines et les mois à venir. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le tissu économique tient en partie grâce... Alors, les acteurs locaux se mobilisent, mais grâce à l'État, grâce à la réactivité sur ce sujet-là, en tout cas du chômage partiel. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont vraiment sous perfusion. Donc il faut bien que tout le monde ait en tête qu'on n'est qu'au début de quelque chose qui est extrêmement grave, d'où la nécessité effectivement que tous les acteurs se mobilisent très très fortement et très vite en ce moment. Nicolas Maillard-Rossignol, qu'est-ce que vous avez retenu personnellement de cette crise, de ce confinement? Alors, il se trouve que, sans aucune prétention, mais j'ai un rapport un peu particulier au virus, parce que c'est ma formation initiale. J'ai fait des études de biologie, et dans mes fonctions professionnelles antérieures, j'étais en poste sur la législation des médicaments en Europe, quand il y avait eu la crise, si vous vous souvenez, du H5N1, du virus de la grippe dans les années 2000. Donc, je dirais que la surprise a peut-être été un peu moindre pour ce qui me concerne, puisque votre question est personnelle. En revanche, ce qui est très frappant à titre personnel, pour le coup, c'est notre fragilité, à la fois notre fragilité individuelle, comme ça vient d'être dit, et notre fragilité collective, sur le plan humain et également, effectivement, sur le plan économique. Mais je voudrais aussi apporter une tonalité positive. On a vu beaucoup de solidarité. D'abord, on a vu des personnels soignants. Notre CHU à Rouen, on a une grande chance d'avoir des médecins, des aides-soignantes, des infirmières, des infirmiers qui n'ont pas hésité. Et puis je vais aller encore au-delà. La solidarité, elle s'est exprimée partout dans les quartiers. Je pense qu'on a tous l'expérience, y compris personnelle, de gens qui ont aidé des voisins, qui ont aidé des personnes vulnérables. C'est magnifique. Et c'était peut-être un peu moins visible, même si ça l'a existé avant la crise. Cette solidarité-là, cet esprit-là, cet état d'esprit-là, je pense que c'est une leçon pour l'avenir. Et le rôle des élus,
Vous m'interrogez plus à titre personnel. Mais le rôle des élus, c'est aussi de perpétuer cet esprit-là. Et de ne pas oublier qu'à travers cette crise, il y a d'autres crises qui se jouent. Comment on va réagir par rapport au réchauffement climatique, par exemple? Là aussi, on a besoin de solidarité. Est-ce que politiquement, le maire peut faire quelque chose? Quelles leçons vous retenez l'un et l'autre? Et comment vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent que vous allez les protéger si deuxième vague il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Quelles leçons tirer politiquement de ce qu'on a vécu? Monsieur Bure. À l'évidence, enfin, je veux dire, on est là parce qu'on croit au rôle du maire comme moteur, qui est cœur de métropole en plus. Donc son rôle est très important. Encore une fois, dans la capacité à mobiliser les énergies, les acteurs associatifs, mobiliser les autres collectivités. Le maire doit vraiment avoir une vision, en fait, une vision sur 6 ans, qu'on voit la nécessité aujourd'hui d'adapter en fonction des circonstances. Donc ça demande un volontarisme particulier, de l'enthousiasme, fédérer les énergies. Donc on voit que ce rôle est absolument essentiel et que même si les compétences peuvent s'évaporer à la métropole ou ailleurs, son rôle est absolument central en fait dans ce qu'il se joue et sur la capacité à construire la ville de demain en fait. Monsieur Maillard-Rossignol, même question, politiquement, est-ce qu'il y a une leçon ou deux qu'on peut retenir pour être réactif? D'abord, sans langue de bois, une vraie leçon, c'est que nos guéguerres picrocolines électorales de tel parti, franchement, c'est dérisoire par rapport à la nécessité de se rassembler face à de telles crises. Et si je suis maire demain, président de la métropole, ce sera impératif pour moi de faire travailler tout le monde ensemble, y compris l'opposition municipale, y compris l'opposition métropolitaine, les secteurs privés, publics, tout le monde. Parce que face à ces crises, on doit être unis. Ensuite, très concrètement, bah oui, il y a des choses concrètes à faire tout de suite. D'abord, un stock stratégique de masques, de tests, de blouses. On a dû produire des surblouses pour le CHU en urgence. C'est pas normal. C'est-à-dire que le maire ferait lui-même des stocks? Mais regardez ce qui s'est passé pendant la crise. Je pense plutôt au niveau métropolitain, parce que là encore, il faut raisonner en bassin d'emploi. Mais pendant la crise, on s'est retrouvé dans une telle urgence que des collectivités dont ce n'est pas du tout la compétence, je pense au département, et ils ont bien fait, je pense à la région, et ils ont bien fait, je pense à la métropole, et elle a bien fait, et à la ville de Rouen, ont dû acheter, gérer en urgence des choses d'ordre sanitaire qui normalement ne sont pas de leur compétence, de leur responsabilité. Il faut qu'on anticipe. Et moi, je vous ai dit, j'ai une formation de biologiste. On n'est pas immunisé aujourd'hui, en tout cas l'immunité collective, elle est très faible, et le vaccin, il n'est pas pendant 2 mois. Donc la probabilité que ça reparte, elle est là. Et il ne faut pas mentir. Et ce qui a péché, je pense, regardez comment Mme Merkel s'est adressée aux Allemands et comment, en France, on s'adresse aux Français. Les Français sont des adultes. Ils peuvent très bien comprendre les difficultés, les incertitudes et la nécessité de se préparer. Donc oui, un stock stratégique local. 2, une formation. On a la chance, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le premier employeur de Normandie, qui est le CHU. Travaillons avec le CHU. Je n'oublie pas les cliniques privées, qui doivent aussi apporter leur contribution. Je n'oublie pas la médecine de ville, qui est très importante, pour former les citoyens, pour informer les citoyens et nous préparer à des éventualités que je ne souhaite pas, mais qui sont possibles. Deux fois, juste, Monsieur Bure, 2 fois, Monsieur Maillard-Rossignol parle de travailler avec l'opposition. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec l'opposition dans ces cas-là? Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'expérience de ça au département. Quand on a décidé de créer cette maritime attractivité, j'ai souhaité que l'opposition soit bien représentée pour vraiment que ce travail-là soit collectif. Donc, évidemment, je pense qu'il faut aussi faire évoluer ce modèle-là. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, c'est pas ce qu'on a connu pour l'instant. C'est vrai qu'au niveau municipal, c'est peut-être plus simple. C'est plus simple au département. Après la région, je mesure pas en fait ce travail s'il y a du travail collectif. Au département, c'est le cas. À la mairie de Rouen, ça n'a jamais été le cas pour l'instant. Donc effectivement, dans ce contexte-là, ça doit aider à réfléchir sur le rôle de chacun. La ville de Rouen a, comme toute la France, connu, et comme tout le monde, connu la crise du Covid, mais elle a aussi connu la catastrophe Lubrizol le 26 septembre dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour assurer la sécurité environnementale et sanitaire de vos futurs administrés? L'un des deux qui se lance. Une ville qui protège ses habitants, c'est aussi une ville qui protège ses habitants des risques industriels. Nous n'avons pas varié sur le sujet. Sur Lubrizol, on a pris une position très tôt dans cette campagne, puisque cette campagne a commencé en fait
par Lubrizol. Nous, on a fait le choix de réfléchir autour de cet écoquartier, puisqu'en fait, les deux sujets sont absolument liés. Quartier Flaubert ou écoquartier Flaubert, pour nous, c'est absolument urgent de le réaliser, parce que ce sont des emplois d'avenir qui peuvent être de l'économie verte, justement. Là, c'est une question de volontarisme politique. C'est aussi du logement. Donc, c'est le développement naturel de la ville vers l'ouest et un futur poumon économique. Donc, pour nous, on reste vraiment sur cette position qui est celle de dire que le quartier Flaubert est plus important que la présence de Lubrizol. C'est un choix pour un candidat issu de la droite et du centre qui a pu surprendre au début de la campagne. Mais pour nous, c'est dans le sens de l'histoire du développement de la ville, et ça devient encore plus urgent compte tenu des circonstances. Monsieur Maillard-Rossignol, sur la sécurité sanitaire, écologique. Oui, je vais exprimer un point de vue peut-être un peu différent. D'abord, la sécurité sanitaire, elle ne se résume pas à Lubrizol. Il y a 16, 17 sites Seveso seuil haut sur le territoire. Donc soit on a une approche globale, soit on n'en a pas, mais dire que le sujet c'est juste Lubrizol, je ne sais pas ce qui a été dit, hein, mais je pense qu'il faut là encore être honnête, c'est un sujet global parce que nous sommes un territoire industriel, c'est l'histoire. Ensuite, il me semble que la sécurité sanitaire ne se résume pas non plus au quartier Flaubert. Les choses qu'on peut faire sur le court terme, tout de suite, un audit des sites Seveso, seuil haut sur le territoire. Il y a des questions simples qu'ont posées des milliers et des milliers de Rouennais. Et pas qu'à Rouen d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore des toits en amiante? Comme ça a explosé. Est-ce qu'on sait précisément, visiblement ce n'était pas le cas pour Lubrizol, quels sont les fûts stockés et qu'est-ce qu'ils contiennent? Est-ce qu'il y a bien les bacs pour éviter les écoulements? Est-ce qu'il y a la mousse pour éteindre les incendies d'hydrocarbures parce qu'on sait que l'eau, ça ne marche pas? Ce sont des questions peut-être... C'est à l'État de savoir ça. Oui, sauf que la ville, et je dirais là encore surtout l'agglomération, parce qu'il faut savoir que la ville, elle ne siège pas au comité qui s'appelle le CODERST, qui décide sur ces choses-là, en tout cas qui donne son avis, qui est impliquant pour le préfet. La métropole et la ville peuvent exercer une pression politique importante, y compris financière d'ailleurs, ou réglementaire, à travers par exemple les documents d'urbanisme, sur les entreprises concernées. Donc il ne s'agit pas de faire fuir les entreprises, pas du tout. J'ai essayé de l'exprimer tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a un avenir industriel pour le territoire, mais à condition que ce soit une industrie durable, qui s'engage comme championne de l'écologie et de la transition écologique. Donc, d'abord, le court terme, les mesures de protection et d'information. Franchement, les sirènes, ça ne marche pas. Ça date de la Seconde Guerre mondiale. On est au XXIe siècle, en 2020. On veut des systèmes par téléphone, par réseaux sociaux, bref, comme ça se fait dans plein d'endroits du monde. Mais il faut qu'on mette ça en place maintenant, et l'État doit nous aider. Il veut un plan de relance, l'État, mais qu'on finance ces choses-là maintenant, parce qu'on en a besoin maintenant. Donc, sécurité, information, et puis, j'y reviens pas, sur du plus long terme, accélérer la transition écologique pour être les champions sur ces sujets-là. Oui, monsieur Bure. Juste une précision, Oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a rien fait. On parle des sirènes. Ça fait 9 mois. Ça fait rien 9 mois, changé. il s'est absolument rien passé. C'est scandaleux. Je veux dire, alors après, on peut dire, oui, mais là, on a été en confinement pendant quelques mois, mais je trouve qu'on n'a vraiment pas été à la hauteur des enjeux. On a un constat qui est effectivement que cette histoire de sirène, à peu près personne l'a entendu en ville. Moi, j'étais réveillé par les explosions. Tout le monde a eu peur dans la ville. Et je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, de se dire que ça va bientôt faire 1 an et que rien n'est mis en œuvre, c'est catastrophique, vraiment. Et ça dit quelque chose sur la capacité de volontarisme en fait, des acteurs du moment. En fait. C'est pas possible, c'est pas tenable. Sur l'écoquartier Flaubert, j'ai bien compris que pour vous, évidemment, c'était un poumon économique important qu'on conserve. Pour vous, Nicolas Maillard-Rossignol, c'est aussi quelque chose qu'on poursuit, qu'on continue, l'écoquartier. Oui, mais si on peut appeler ça écoquartier. Mais il faut le revoir. Le principe, je rappelle que c'est un site, tout le monde ne le sait pas, mais qui au départ était une friche absolument polluée. Le principe de reconstruire la ville sur la ville, d'éviter l'artificialisation à outrance des sols ou l'étalement urbain, de dépolluer les sites très pollués, c'est un principe vertueux et je pense qu'il est plutôt partagé par l'ensemble des acteurs locaux. Mais tout le monde a vu dans le contexte de l'incendie que le projet n'avait pas fait l'objet d'une concertation suffisante. Alors, on peut regarder le passé, moi j'essaie de regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Là, il y a un enjeu pour la métropole de regarder en fonction, parce que le site du quartier Flaubert, il y a plusieurs zones, hein, plus proche des usines et puis plus éloigné des usines.
en fonction des sites, d'avoir une vraie concertation, pas un truc avec les 3 riverains qui habitent juste à côté où finalement plus personne ne va parce que ça ne marche pas, d'avoir des portes ouvertes avec les industriels et puis de repenser ce projet. Il ne faut pas l'arrêter, mais il faut le repenser en fonction des différents niveaux de risque. J'ai parlé par exemple d'une forêt urbaine à proximité des sites industriels et de travailler ce projet avec les citoyens. Et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais je crois que c'est nécessaire. Tous les deux, vous avez dit dans cette partie que vous souhaitiez travailler avec l'opposition, donc on va voir si c'est vrai. On va poser donc peut-être d'abord la question à Jean-François Bure. Que trouvez-vous de gauche dans le programme de Nicolas Maillard-Rossignol et que vous pourriez reprendre à votre compte? Ça demande de bien connaître le programme de votre concurrent. Oui, oui. Certainement. Alors, je ne connais pas toutes les nuances du projet et j'imagine du projet commun avec vos partenaires. Sur l'écoute liée à l'évolution en fait, du rapport à la démocratie locale. C'est un sujet qui est porté depuis des années à la ville de Rouen. Il y a eu de belles idées. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Enfin, je pense qu'il faut qu'on se questionne de mandat en mandat pour faire évoluer en fait, cette relation après l'élection, puisque là, c'est ce temps fort. Et je pense que par le passé, les élus se disaient, bon voilà, je suis élu pour 6 ans, pour 5 ans, et j'ai pas forcément besoin d'avoir ce contact ou d'interroger la relation que j'ai avec la population. C'est pour ça qu'avec Marine Caron, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, et je sais que c'est un sujet qui intéresse l'équipe de Nicolas Maillard-Rossignol, parce que, alors, je prenais l'exemple encore récemment de changer le jour du conseil municipal, de le téléviser, d'utiliser les outils modernes, de pouvoir avoir des questions des Rouennais, d'essayer de redynamiser les conseils de quartier, c'est toujours difficile en fait. En début de mandat, il y a un peu de monde et puis après, ça s'étiole. Voilà. Donc, je pense que ça, on sera assez d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité de réinterroger les modèles en fait comment dire, de démocratie participative. Nicolas Maillard-Rossignol, que trouvez-vous de droite dans le projet de Jean-François Bure et que vous pourriez reprendre, que vous avez apprécié? Je suis dirigeant d'entreprise d'une PME normande. Je ne sais pas si c'est que de droite, mais on a coutume de dire que c'est plutôt de droite. C'est peut-être un cliché, les enjeux économiques sur l'attractivité. Et je vais aller plus loin. Moi, je pense qu'on aura effectivement besoin de porter l'image, le rayonnement du territoire rouennais. Et pour faire ça, il faut toutes les énergies. S'il y a des gens dans l'équipe de l'opposition qui ont des connexions avec l'Afrique, l'Asie, avec des investisseurs étrangers, mais il faut absolument les mobiliser. Absolument les mobiliser. Ce n'est pas une question d'ailleurs de gauche ou droite ou de partisianisme, au contraire. Parce qu'on a besoin d'emploi, on a besoin de rayonnement. Et je trouve que ça, c'est une inflexion qui est importante et que je peux reprendre, oui, absolument. Est-ce que c'est important de regarder les... Non, vous vouliez interagir? Oui, juste une précision par rapport à ça. Quand on parle, je m'occupe du tourisme, du développement économique au département, toutes les décisions qui ont été prises l'ont été, dans ce domaine-là, à l'unanimité. Quand on a créé Seine-Maritime Attractivité, pour travailler à la fois le tourisme, l'économie, la valorisation de notre territoire, à chaque fois, on a obtenu l'unanimité. Donc ça prouve que tout le monde est prêt à travailler sur des enjeux aussi fondamentaux. Est-ce que c'est important juste dans ce combat électoral de bien connaître le programme de l'un et l'autre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, scruté, vos équipes, vous-même? Est-ce que, petite question de coulisses de candidats? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des bonnes idées partout et c'est intéressant de voir, surtout dans ce contexte de rapprochement, ce qui est conservé, parce qu'on a beaucoup parlé, il y a eu un temps très politique ces dernières semaines, mais c'est de voir en fait comment les choses au niveau des idées s'agrègent. Avec Marine Caron, c'est vrai que ça a été extrêmement aisé en fait de construire ce projet commun en quelque sorte et de regarder comment les choses se font sur la liste, là, en l'occurrence de Nicolas Maillard-Rossignol, PS, PC et les Verts, comment on retrouve les idées des uns et des autres. C'est intéressant. Et sur les listes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez repris, justement, parce que vous parliez de ces alliances-là? Alors peut-être Monsieur Bure, avec la liste qui était menée par Marine Caron, qu'est-ce que vous avez repris dans votre programme qui n'y était pas avant, pour éclairer les électeurs? Alors,
Je parlais du sujet de la démocratie de proximité. C'est vrai qu'on a... Elle est derrière vous, attention. Je le précise pour ceux qui Ah bon, elle regardent. est arrivée. Oui, bah, par exemple, ce sujet-là, qui est très intéressant, plusieurs pistes sur son projet qui sont naturellement venues enrichir le nôtre. Par exemple, l'idée d'une mairie mobile, on trouve ça très très bien, de proximité. Le fait de redonner vie au conseil de quartier, enfin voilà, c'est des choses comme ça qui se sont très naturellement insérées au projet d'Au cœur de Rouen. Même question, Nicolas Mayer-Rossignol. Qu'est-ce que vous avez repris? Comment vous avez travaillé avec Jean-Michel Bérégovoy pour présenter cette deuxième liste? J'ai pas répondu à la question précédente. Pardon, je crois. excusez-moi. Mais je suis pas obligé. Mais Non, si, allez-y. Allez-y. Vraiment très très rapidement. Oui. Bien sûr qu'on regarde tous les programmes, comme cela a été dit. Après, je pense que c'est important, et d'ailleurs, moi, je voudrais vraiment remercier tous les candidats de ce point de vue-là, parce que je trouve que chacun a porté un projet, et c'est pas le petit concours de on va aller dénigrer le projet, c'est vraiment projet face aux autres projets, et effectivement, il peut y avoir des points communs, et c'est une très bonne chose. Je viens de citer l'économie, le développement de l'attractivité, c'est un exemple, on pourrait en trouver d'autres. Pour répondre à votre question, d'abord, moi, je voudrais souligner quand même l'importance, on l'a vu dans les scores, dans les résultats, même s'il faut rester bien sûr humble parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention, mais quand même on l'a vu dans la campagne aussi, l'attention des citoyens, et pas forcément que des citoyens politisés, aux enjeux écologiques. Et il faut quand même rappeler qu'il y a des formations politiques, dont celle que mène Jean-Michel Bérégovoy ici. On peut ne pas être d'accord, mais enfin reconnaissons quand même qu'ils ont fait un score historique à Rouen, plus du double d'habitude, en tout cas des fois précédentes, et que globalement, la thématique de l'environnement, elle reste, alors bien sûr, là, il y a le coronavirus, mais enfin, elle n'est pas partie du tout. Elle est toujours extrêmement importante. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très important, nous aussi, de porter un projet écologique et de nous rapprocher là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont absolument, stratégiques, à la fois d'ailleurs pour la qualité de vie et pour le rayonnement, l'attractivité de Rouen. Je vais juste vous donner un exemple concret de ce qu'on a repris dans notre programme commun et qui vient vraiment d'une force de conviction écologiste, et puis plus largement, parce que ce n'est pas une liste que écologiste, hein, citoyenne aussi, portée par Réenchantons Rouen, l'écologie en acte. La végétalisation de la ville. Dans toutes les réunions publiques qu'on a faites, dans tous les quartiers, on nous a globalement dit que la végétalisation avait progressé dans certains quartiers. Le meilleur exemple probablement étant le Jardin des Plantes, les quais, notamment Rive Gauche, mais qu'on pouvait faire beaucoup, beaucoup mieux. Il ne s'agit pas d'embêter les gens, il s'agit de lutter contre les îlots de chaleur, d'améliorer la qualité de vie, de permettre plus de liens sociaux sous un arbre, etc., etc. Et ça, c'est une conviction qui est portée depuis 30 ans. C'est juste un exemple, mais il est majeur. Et vous l'aviez déjà dans votre programme? Ah, l'inflexion sur Rouen, bien sûr qu'on l'avait dans notre programme, mais l'inflexion avec cette ambition, ce niveau d'ambition-là, sur Rouen, ville résiliente, Rouen, ville durable, l'habitat participatif, voilà un bel exemple. Bien vivre à la Grand-Marche, je ne sais pas si vous connaissez ce projet, il est porté par Jean-Michel depuis longtemps, avec des acteurs associatifs, avec les habitants d'abord, bien sûr, du quartier, mais c'est formidable. Et reconnaissons qu'il y a d'autres territoires, je pense à Nantes ou à Rennes, qui ont beaucoup développé l'habitat participatif. Eh bien, prenons ce pli-là, prenons cette ambition-là. Il y a une question internaute qui fait transition de Nadège Mogé et qui demande est-ce que M. Mayer-Rossignol compte relayer son rôle de maire de Rouen en passant la main à son adjoint, en intégrant la métropole, et sinon, comment il compte assumer ces deux responsabilités? Depuis le début de cette campagne, au début on me regardait un peu bizarrement, maintenant j'espère que le message est passé, j'ai dit que je souhaitais être maire de Rouen. Maire de Rouen. Pourquoi? Pour être d'abord au plus proche de tous nos concitoyens. Le maire, il est à portée d'engueulade, et c'est très important. On l'a bien vu, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis des élus, mais le maire reste la figure locale à laquelle on peut se référer, qu'on peut interpeller, avec laquelle on peut construire des projets pour sa ville. Et maire et président de la métropole, les deux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, les différentes lois de décentralisation ont amené plus de compétences et plus de moyens aujourd'hui à la métropole. Un seul exemple, le budget d'investissement de la ville de Rouen aujourd'hui, c'est 20-30 millions d'euros par an. Le budget d'investissement de la métropole Rouen-Normandie, il n'est pas que pour Rouen, évidemment, il est pour toute la métropole, mais c'est quand même 10 fois plus. 10 fois plus. Si vous voulez agir sur l'écologie, c'est la métropole.
Après, évidemment, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Je voudrais juste préciser que ce que je dis n'a rien d'original. C'est ce qui se fait dans la plupart, 85%, des agglomérations de France. Et il y a une logique que le maire de la ville-centre soit président de l'agglomération. C'est juste que c'est plus simple, plus clair, plus efficace. Donc vous occupez les deux pour répondre à Danège, ça c'est sûr. Monsieur Bure aussi, vous avez cette ambition aussi. C'est affiché pour vous, le maire et le président, ça doit être la même personne. Oui, parce que c'est être pragmatique. On a assisté pendant 6 ans à une guerre, d'abord souterraine et puis après publique, entre le président de la métropole et le maire de Rouen. C'est intenable. Des projets qui se sont faits sur Rouen sans l'autorisation du maire et de son équipe, Panorama XXL, qui est vraiment une décision parfaitement autocratique d'installer au bas de la coulée verte Pasteur cet équipement qui a coûté des millions d'euros. On saura d'ailleurs jamais, sauf l'équipe qui sera en responsabilité dans quelques semaines, exactement entre l'investissement et le fonctionnement, ce qu'aura coûté cet équipement. Alors qu'à côté de ça, on a un conservatoire avec des élèves qui jouent sur des instruments des années 70. Enfin, on se demande si c'est vrai. Donc, je pense qu'il est essentiel que le maire de Rouen puisse avoir un rôle absolument majeur dans la métropole, justement pour influencer les projets qui se feront dans sa ville. Voilà. Et même personne, parce que rôle majeur, le maire est forcément vice-président de la métropole, mais est-ce que c'est la même personne? Parce qu'on entend beaucoup Nicolas Maillot-Rossignol sur ce sujet-là, il l'a dit dès le début, très tôt, peut-être moins vous. Oui, parce que moi, c'est toujours d'abord la place du maire qui est centrale. Moi, c'est pour être l'ambassadeur de la ville. C'est parce que j'ai subi, en fait, pendant 6 ans, ces tensions, ces dossiers bloqués, les négociations des transferts de compétences. J'ai vu à plusieurs reprises que le maire n'avait pas le dernier mot, en fait, et que tout ça coûtait beaucoup d'argent aux Rouennais et aux Rouennaises. Bon, donc c'est pour ça que le maire de Rouen doit postuler pour être président de la métropole. Et puis après, nous, on a un avantage, c'est que nous sommes un binôme, en fait. Ah. Alors, Oui. Non, mais ça veut dire quelque chose aussi. C'est peut-être que c'est pas le même schéma. Souvent, ce qu'on dit sur ce sujet-là, c'est que quand on est maire de Rouen et président de la métropole, on est plus proche de la technostructure. C'est le risque. C'est le risque. Et donc, on perd en proximité. Nous, cet avantage-là de la proximité, de ce fait des deux, c'est pour ça qu'on valorise en fait cette candidature qui est à la fois, je suis tête de liste, mais avec Marine Caron, c'est qu'on a cette possibilité-là à la fois d'être dans la proximité et aussi de travailler, parce qu'on risque toujours de s'éloigner quand on est dans une technostructure comme la métropole. Voilà. Et l'important, c'est de ne pas perdre les fondamentaux qui sont évidemment la proximité qui est attendue par les habitants. Bon, Monsieur Maillot-Rossignol, oui, vous vouliez? Oui, ben, on a un petit point de divergence, et je pense que c'est important, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, on a payé pour voir, c'est vrai, je partage. Si on s'attarde un tout petit peu sur le passé, quand il y a deux personnes différentes, ça ne fonctionne pas bien. Pourquoi est-ce que Nantes avance? Pourquoi est-ce que Rennes avance? Pourquoi est-ce que Toulouse avance? Rouen a beaucoup avancé, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Regardez sur ces autres agglomérations, ce n'est pas parfait, mais dans la crise, on a besoin de concerter, de travailler et de décider. Et quand on parle d'écologie, ce n'est pas la ville. Pour la plupart des sujets sur la transition énergétique ou écologique, c'est la métropole. On a parlé de tout à l'heure de la voirie, c'est la métropole. Sur l'investissement, c'est la métropole. Donc, il ne faut absolument pas séparer la proximité de l'action. Il ne faut pas séparer la légitimité démocratique qui est chez le maire, c'est vrai, et son équipe, de l'autorité réglementaire et financière. Je crois qu'au contraire, on a besoin, au contraire, de remettre de la proximité et de la démocratie dans un appareil qui, effectivement, a été jugé trop technocratique, qui s'appelle la métropole Rouen-Normandie. Mais simplifions. Pour une fois, à chaque fois, on nous dit, à chaque élection, on vous promet, on va simplifier, et bing, on se retrouve avec un étage de plus. Si pour une fois, on pouvait simplifier, ça serait pas mal quand même. il y aura encore tant de questions à poser sur ce rôle entre la mairie et la métropole, mais on va passer à un autre sujet. C'est Cyril et Clément qui ont à peu près la même question, ce sont des internautes. On vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur les Facebook de 76 Actus, de Paris-Normandie et du Club de la presse et de la communication de Normandie. Donc Clément et Cyril s'intéressent au sport rouennais. Quelle est un peu votre vision? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes des supporters des équipes comme le Rouen Hockey Elite ou encore donc le RHE ou encore le FCR?
Monsieur Bure, Jean-François Bure. on fait Oui. quoi des clubs locaux? On les soutient? Oui, évidemment. Bon, le hockey, je connais depuis tout petit, hein, parce que j'ai suivi ça et j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été hockeyeurs. Donc, il y a un attachement vraiment particulier. Pour le FCR, c'est la même chose. Voilà un très bon exemple de dossier qui a été mal géré, qui a été imposé par la métropole. À contrario de supporters qui sont vraiment enthousiastes, attachés à une culture, à un club, on a essayé de faire quelque chose qui était parfaitement technocratique et qui a totalement échoué. C'est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut éviter de faire, d'imposer de manière autocratique, Le club de la totalement verticale, d'avoir imposé QRM alors que, évidemment, les supporters du FCR ne le souhaitaient pas. Et on voit bien que finalement, dans ce dossier-là, c'est la voix du peuple qui triomphe, puisque c'est le FCR qui a à chaque fois de nombreux spectateurs, 8000, alors que les tribunes du QRM sont absolument vides. Soutien au FCR pour Monsieur Bure. Monsieur Maillard-Rossignol, les clubs locaux, est-ce qu'il faut accentuer? Est-ce qu'il faut en privilégier? Votre question est vaste sur ce qui concerne les clubs du plus haut niveau. Et il y a évidemment un soutien. Dans la plupart des cas, c'est d'abord un soutien effectivement plutôt métropolitain pour des questions de moyens. Sur le football, je veux dire les choses très clairement, hein. Le club de Rouen, c'est le football club de Rouen. Oh, c'est aussi bête que ça. Et si j'ose dire, d'une façon peut-être un peu caricaturale, il faut remettre l'église au milieu du village, voilà. Et sortir des... Bon, là, on a beaucoup parlé du passé, encore une fois, mais j'essaie de regarder l'avenir. Mais justement, si on regarde l'avenir, il n'y a pas que les clubs de haut niveau. Vous m'avez interrogé vous nous avez interrogé sur la vision. Bien sûr qu'il y a le sport de très haut niveau, c'est important. Mais moi, je souhaite que Rouen soit d'abord une ville sportive. C'est-à-dire, certes, il y a les sportifs de très haut niveau, mais j'ai envie que tout le monde, y compris pour le sport adapté, le handicap, y compris pour le sport féminin. Moi, une de mes ambitions, vous m'interrogez sur la vision, je voudrais que Rouen devienne une capitale du sport féminin. Parce qu'on a des équipes de sport féminin formidables ici, et on a aussi des clubs où il y a un effort, il y a une volonté, mais aujourd'hui, elle n'a pas été totalement mise en œuvre. Soutenons cela. Peut-être que ça va un peu détonner, peut-être qu'on va nous dire, bon, il y a peut-être d'autres modèles plus classiques. Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse d'être innovant, d'avoir une vraie vision pour le sport, pour que tous les week-ends et en semaine, chacun puisse pratiquer le sport, y compris le sport santé. On a eu la chance d'avoir Valérie Fournéron qui l'a beaucoup poussé de vos noms, et on l'est déjà beaucoup avec les CHU, avec les EHPAD, une capitale du sport santé, du sport sur ordonnance, pour que l'aménagement urbain lui-même incite, regardez les parcours santé par exemple sur les quais, incite à la pratique du sport comme moyen aussi de prévention. On a parlé de santé tout à l'heure. Donc le sport, c'est transversal, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi du lien social. Il n'y a pas que le haut niveau, c'est important bien sûr, mais il faut que ça s'intègre dans un ensemble. Alors, on allait oublier presque le basket et aussi le rugby, mais ce sont encore d'autres sujets. On va passer donc dans une rubrique qui s'appelle D'une rive à l'autre. La ville de Rouen a la spécificité d'être traversée par un fleuve qui aujourd'hui fait office de frontières touristiques, de frontières économiques, de frontières sociales. Que proposez-vous pour estomper ces frontières, celles aussi, bien évidemment, du promontoire des Hauts de Rouen? Qui veut prendre la parole en premier? Monsieur Bure. Oui, c'est historique. C'est important de savoir d'où on vient et d'avoir l'intelligence n'est rien sans mémoire, et ça va nous aider pour construire l'avenir. Donc, c'est un sujet à la fois historique et fondamental qui date en fait de la guerre, quoi. C'est à partir du moment où on s'est séparé du fleuve, ça a créé une cassure en fait qui s'est accentuée année après année. Je pense que l'avenir va passer par, je parlais de l'écoquartier Flaubert par exemple, hein, qui développe la ville vers l'ouest. Ça va être aussi l'animation de la ville. Quand j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'animer 52 semaines par an, c'est aussi justement d'essayer de trouver cet équilibre en fait entre la rive droite et la rive gauche. Voilà, c'est d'essayer systématiquement d'être... Il faut que le maire de demain soit le maire des deux rives, en fait, hein. Voilà, une est indivisible, la ville, et une est indivisible. Et donc, il faut avoir systématiquement, dans les projets à venir, ce regard, en fait, porté sur la rive droite et sur la rive gauche. Mais ça passe par quoi? Parce qu'il faut, d'accord, mais ça passe par quoi? On fait quoi concrètement pour réunir ces deux rives?
Je pense qu'en particulier sur l'animation, parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment une partie de la population rouennaise qui ne traverse pas la Seine, mais dans les deux sens d'ailleurs, en fait. C'est assez surprenant. Donc ça va être le soutien au commerce, parce qu'on voit bien qu'il y a des endroits qui sont aujourd'hui en souffrance. La rue Lafayette, bon, alors c'est aussi lié à des choix qui ont été faits en termes de transport, qui ont abîmé vraiment en fait le commerce local. La rue Lafayette, c'est un très très bon exemple d'une rue qui était encore très commerçante il y a quelques années. Le choix qui a été fait en transport en commun l'a vidé en fait de la diversité de son commerce. Et je pense qu'en termes d'animation, en termes de soutien au commerce, c'est comme ça qu'on donnera vraiment l'envie à certains Rouennais de traverser la Seine, parce qu'il y a des événements. On a un joyau qui est le jardin des plantes. Moi, je l'ai vraiment essayé de le valoriser au maximum pendant cette campagne. Voilà un outil qui existe avant de créer d'autres choses et qu'on ne valorise pas suffisamment, on ne communique pas assez, on ne fait pas assez d'événements à cet endroit. Mais pourtant, il y a quand même des belles infrastructures rive gauche. Il y a le 106, il y a la friche, il y a les jardins des plantes, et ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Les gens viennent au 106, vont à la friche et repartent chez eux. Il n'y a pas d'animation. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne dis pas que les équipements ne marchent pas. Je dis que les gens ne vont que dans l'équipement et ça ne crée pas un lien. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent, vous savez, des Yvelines au 106. Hein. Donc c'est très bien. Donc ils viennent. Par contre, ils restent pas, ils passent pas forcément la soirée après. Mais c'est aussi source d'attractivité. Donc je pense au Jardin des Plantes en particulier. Voilà un très bel outil qu'il faut développer. Puis après, c'est comme pour le tourisme. C'est-à-dire la capacité à garder les gens durablement. C'est-à-dire qu'on parle souvent en nuitée. Quelqu'un qui vient simplement faire quelques courses, faut trouver le moyen de faire rester en fait les gens durablement. Donc il faut des activités qui permettent. Voilà, je pensais à Graines de Jardin par exemple. Voilà un temps fort de l'agenda de la rive gauche et qui permet. Là, il y a énormément de monde et les gens restent plusieurs heures. Donc voilà, ça va être ce travail, c'est animer et faire en sorte que les gens qui viennent, rouennais ou non rouennais, restent plus longtemps pour aussi découvrir le patrimoine qui est intéressant. Monsieur Maillard-Rossignol, sur cette reconnexion des deux rives. D'abord, vous avez commencé votre question en parlant de la Seine. C'est vrai que ça devrait être un lieu, un lien, et c'est souvent une barrière. Il faut déjà se réapproprier la Seine elle-même. Moi, je veux plus de bateaux sur la Seine. Parce qu'on s'est réapproprié les quais assez largement, pas tout à fait, hein, à l'est, c'est pas encore ça, mais la Seine, le fleuve lui-même, regardez le succès de la navette fluviale. On doit pouvoir avoir plus de bateaux et de façons de s'approprier. Ça peut être des jeux, ça peut être plein de choses. Par exemple, une fête gastronomique sur un des ponts. Vous vous souvenez peut-être de l'œuvre d'art Camille sur le pont Boieldieu, en 2010, si je ne me trompe pas. Utiliser ces outils qui sont les ponts, peut-être le pont Boieldieu, pour travailler dessus. Ça, c'était un projet porté justement par l'équipe Réenchantons Rouen, pour justement en faire un emblème de la ville et un lieu de rassemblement de la rive gauche. Quoi de plus rassembleur qu'un pont? Après, il y a bien sûr des éléments structurels, et là, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont porté leurs fruits quand même. Regardez les quais rive gauche, regardez les quais rive gauche il y a 5 ou 10 ans, c'est quand même pas la même histoire. Le Jardin des Plantes, c'était pas la même histoire. Demain, l'hippodrome des Bruyères, qui va être un endroit magnifique, avec du maraîchage, avec des promenades. Donc, des lieux, il y en a. J'oublie pas Grammont. Grammont a une certaine réputation, la Sablière, etc. Mais regardez aujourd'hui la bibliothèque, regardez aujourd'hui le parc Grammont, il est formidable, hein, il est très intéressant, et il y a les fêtes Saint-Jean dedans. Donc, il y a des choses à magnifier, à valoriser. Après, il y a de l'ordre du symbolique aussi. Quand on fait des parcours, quand on fait des événements sportifs, quand on fait des événements culturels, les terrasses du jeudi, le marathon, qu'on marque le lien entre les deux rives. Et on le fait de plus en plus. Et puis qu'on montre aussi des exemples, ça je pense que c'est très important, humains. Les entrepreneurs issus des quartiers, du boulevard d'Orléans, de Grammont, les artistes. Il y a beaucoup, ça a été dit tout à l'heure, d'équipements culturels rive gauche. Et pas qu'à Rouen d'ailleurs, hein, si vous allez à Sotteville, Saint-Étienne, etc. Il y a des choses à faire d'ailleurs avec, par exemple, Vivacité, ou avec le rive gauche, ou l'atelier 231, etc. Donc, montrer les parcours individuels qui montrent que le champ des possibles, il est bien plus large que les caricatures et les réputations d'archétypes qu'on peut avoir de certains quartiers rive gauche.
Sur le monde culturel qui a été très durement touché, vous en avez parlé, est-ce que vous pouvez nous convaincre sur vos projets de ce que vous pouvez faire, là aussi pour réconcilier ces rives, mais pour faire en sorte que Rouen brille au niveau culturel? Qu'est-ce qu'on peut pousser davantage, Monsieur Bure, au niveau culture? Alors il y a un beau projet, mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord, qui est le projet Data, hein, qui est un pôle culturel qui doit être mené. On parlait tout à l'heure des urgences sur l'économie, le social, l'éducation, mais il va falloir aussi qu'on traite l'urgence climatique, parce que ce sujet-là, nous, on l'a porté très tôt dans la campagne également, avec nos propres propositions. Et pour le culturel, c'est vrai qu'il y a un projet qui a émergé ces dernières années, qui est le projet Data, de pôle culturel, qu'il faut mener à bien dans les années à venir, puisque pour une ville cœur de métropole comme Rouen, on n'a pas un outil comme celui-là, et donc il va falloir, malgré toutes les contraintes budgétaires, arriver à porter ce très beau projet. A priori, pour l'instant, parce qu'on parle de rive droite, de rive gauche, là, on serait plutôt sur l'île de la Croix, et tout le monde a l'air à peu près d'accord. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'en fait, on était plusieurs listes portaient ce projet. Voilà quelque chose de symboliquement très fort sur l'animation culturelle qu'on peut amener à la ville de Rouen. Monsieur Maillard-Rossignol, sur cette impulsion culturelle? Je suis d'accord sur le data, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a l'urgence, comme vous l'avez évoqué dans votre question, et puis il y a la vision de long terme. L'urgence, c'est tout simplement, mais c'est difficile à mettre en œuvre, de faire travailler, de faire appel au monde culturel, au monde artistique. Je pense aux plasticiens, par exemple, je pense aux street art, je pense aux musiciens du territoire rouennais, tout de suite, pour animer la ville, pour lui faire gagner en attractivité, pour le tourisme aussi, et puis pour la qualité de vie, le lien social. L'art dans la rue. Toutes les villes qui se sont donné les moyens et l'ambition de porter l'art dans la rue, et pourtant à Rouen on a un potentiel extraordinaire, à commencer par son architecture évidemment et son patrimoine, ont gagné en notoriété, en attractivité, en lien social. Donc ça, c'est le court terme. Soutenir les artistes locaux, tout simplement. Et puis il y a la vision. Bien sûr, il y a le data qui est un emblème. Je crois qu'il faut élargir la vision autour d'un projet qui doit nous rassembler tous, qui est le projet de capitale européenne de la culture en 2028. Mais attention, hein, on ne nous attend pas. Ce n'est pas parce qu'on a Jeanne d'Arc et la cathédrale que tout de suite on va le gagner, ce projet. Et là, il faut un rassemblement. Et moi, maire de Rouen, président de la métropole, je serai en situation de rassembler les acteurs. Ce projet doit être porté par les acteurs culturels eux-mêmes. On a des atouts formidables, mais rien ne nous est acquis d'avance. Donc il faut bosser pour cette vision-là, qui peut, regardez ce qui s'est passé avec Lille en 2004, transformer la ville. Alors vous parlez de tous travailler ensemble, vous parlez de culture, et vous êtes ici dans un club de la presse et de la communication, et ça fait plusieurs années que les projets de communication des musées, par exemple de Rouen, sont confiés à des sociétés parisiennes. Est-ce que c'est par manque de talent ici en Normandie ou à Rouen, ou pour favoritisme parisien? C'est une question qui est très chère à certaines personnes justement de ce club. Il y a eu l'élaboration du programme de la réunion des musées métropolitains qui a été confié à des agences parisiennes sans s'appuyer sur les talents locaux. Est-ce que vous, maire ou président de la métropole, ça pourrait changer? La communication est un exemple parmi beaucoup d'autres. Alors moi, étant dans l'opposition, je ne peux pas communiquer sur le sujet parce que je n'ai aucune information sur les choix qui sont faits. Ce qui est certain par rapport à ce qu'on évoquait au début, qui est l'urgence économique, il va falloir se poser les bonnes questions et privilégier les entreprises du territoire, une fois pour toutes, que ce soit dans la communication ou donc dans le cahier des charges aussi, ça pourrait être... Ah oui, mais je pense qu'il faut qu'on en vienne là par rapport à cette urgence. Donc c'est un bon exemple, effectivement, je ne sais pas qui est-ce qui a décidé et pour quelles raisons. Est-ce que c'est des raisons budgétaires ou de proximité? Je ne peux pas répondre. Mais ce qui est certain, c'est que si on parle plus globalement, il y a nécessité aussi, demain et très vite, dès les premières commandes publiques, de valoriser les entreprises du territoire. Même engagement, M. Maillard-Rossignol, vous n'allez pas dire l'inverse peut-être? Je l'ai dit tout à l'heure, tout pour l'emploi local. Après, il ne faut pas raconter des cracks, il y a des contraintes, bien sûr, sur les marchés publics, etc. Mais enfin, je constate que dans d'autres territoires, je ne ferai pas de comparaison avec les Vendéens ou les Bretons, il y a peut-être statistiquement une propension plus grande
à faire travailler les acteurs locaux. Vous avez cité la communication, mais on pourrait multiplier des exemples dans les travaux publics, par exemple, ou dans d'autres domaines économiques. J'ai cité la culture, on pourrait parler de l'événementiel. On parle très peu de l'événementiel en ce moment, alors qu'il y a énormément d'attentes, et c'est un secteur qui a beaucoup souffert aussi, l'hôtellerie, etc. Donc, tout pour l'emploi local, ça veut dire mesurer précisément dans les critères des appels d'offres, de façon à ce qu'on puisse, autant que faire se peut, bien sûr, privilégier l'emploi local. Donc on peut se dire que la communication du data sera faite en Normandie. C'est un engagement. Pour le panorama XXL, on en a parlé un petit peu. C'est quand même un élément majeur de la culture sur Rouen. On le laisse sauter en 2021. Je crois que son permis de construire s'achève. C'est terminé et c'est tant mieux. Monsieur Bure, vous l'avez un peu dit. Oui, c'est tant mieux. Je suis déjà Monsieur Maillard sur le sujet. Oui, on arrête. On arrête parce que ça ne marche pas suffisamment. C'est pas que dans l'absolu ça ne marche pas. Il peut y avoir des gens qui viennent et des fois c'est intéressant, mais c'est le rapport entre le coût que ça représente et puis l'intérêt pour le territoire. Et moi j'en tire une leçon quand même. J'essaie encore une fois de me projeter vers l'avenir. C'est la culture de l'expérimentation et de la transparence. C'est-à-dire on regarde les chiffres de fréquentation. On est transparent, open data. On regarde combien ça coûte, qu'est-ce que ça donne, etc. Moi, j'essaye de porter cette vision-là qui est applicable dans ce domaine, mais qui est applicable dans tous les autres domaines. Il faut beaucoup plus d'open data et de transparence à Rouen. Un thème sur le transport aussi, que les électeurs puissent là vous départager, parce que vous avez des différences pour relier les rives, pour relier le promontoire des Hauts-de-Rouen. Il y a des politiques de transport à mener. Ça serait quoi avec vous, Monsieur Bure? Alors c'est une compétence métropolitaine, mais votre ambition sur ces transports, gratuité, ça peut être la première question. Oui ou non? Alors moi je suis pas sur la gratuité. J'ai communiqué effectivement depuis le début de cette campagne sur le choix qui est d'augmenter la durée du 4 heures gratuit. Voilà. 4 heures avec, le même voilà, tarif. parce qu'aujourd'hui c'est 1 heure. Toutes les propositions que nous avons faites sur le volet environnemental. 4 heures, le même tarif, c'est moi qui me trompe. 4 heures de validité. Aujourd'hui, c'est 1 heure. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes nos propositions, elles ont été faites toujours pour valoriser l'attractivité du territoire. Voilà. On a été beaucoup sur l'intermodalité politique vélo. Voilà un sujet qui va arriver très très vite en 2021, où il faut tout repenser. Faudra choisir un nouveau concessionnaire. Il faut utiliser des outils modernes. On a aujourd'hui entre les smartphones, les vélos électriques, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, l'idée c'est avant de se lancer dans d'autres projets, certains parlent de la T5, T6, etc. Déjà, travaillons, utilisons au maximum les outils dont on dispose. Plus, j'évoquais tout à l'heure les parkings relais qui sont gratuits. Hein. Je n'ai pas dit du tout qu'ils seraient payants. Là, je parlais d'une tarification spécifique dans le contexte de crise. Sur ces transports-là, Monsieur Maillard-Rossignol? Il y a énormément de choses à dire sur, oui, il y en a sur beaucoup. les transports. D'abord, il faut rappeler à tous nos concitoyens que les transports, c'est une compétence de la métropole. Hein. Donc, ce n'est pas le maire, c'est la métropole, d'où l'importance, encore une fois, du lien. C'est le premier budget de la métropole, les transports. Donc, il y a les transports en commun, il y a les mobilités douces, et puis il y a tout le reste, covoiturage et autres aspects liés à la voiture. Sur les transports en commun, il y a d'abord le réseau lui-même, qu'il faut densifier pour des liaisons. Par exemple, la liaison Rouen-Elbeuf, ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Les liaisons transversales sur les plateau nord, plateau est. Et puis, effectivement, une tarification attractive en connexion avec les parkings relais, absolument. On propose d'aller vers la gratuité. Attention, la gratuité, c'est un raccourci de langage. Hein. Ça veut dire tarif zéro quand on rentre dans le bus. En commençant par le samedi, pourquoi pas le week-end, mais à condition... Vous proposez d'expérimenter, vous, c'est ça? Oui, d'expérimenter parce qu'il faut regarder. On sait que ça peut avoir un coût important, et donc il faut bien sûr le financer, et puis regarder si ça a un vrai impact sur la fréquentation. Combien c'est, 30, 40 millions? Non, c'est moins que ça. 28 millions. Oui. 28 millions. Aujourd'hui, si on faisait tout gratuit tout de suite sur toute l'agglomération, ça serait 28 millions par an. On ne propose pas ça. On propose une expérimentation le samedi pour regarder ce que ça donne, et pourquoi pas le week-end, parce que c'est bon pour l'écologie, pour la planète, mais c'est bon aussi pour le commerce, parce qu'on sait que c'est le samedi en général que le chiffre d'affaires est le plus important, et beaucoup de gens renoncent, ou en tout cas ont des difficultés à prendre des transports en commun pour aller en centre-ville, alors qu'ils aimeraient bien faire leurs emplettes, parce que c'est trop cher, c'est trop long, c'est trop compliqué, etc. Donc on fluidifie ça. C'est aussi des lignes à haute fréquence et à haut niveau de service sur les pénétrantes. Parce que quand on en a, ça fonctionne bien. Mais si vous mettez 1h15 pour arriver en centre-ville, ça ne marche pas. Après, il y a les pistes cyclables. Il y a eu honnêtement beaucoup de progrès sur les 10-15 dernières années en jugement relatif. Mais en valeur absolue, on est encore loin de ce qui devrait être fait sur une agglomération de cette taille. 30 € par habitant
par an. Ça fait 15 millions d'euros en budget métropolitain par an pour des pistes cyclables sécurisées, des vraies pistes cyclables, qui, pas seulement en centre-ville, mais qui permettent des connexions pénétrantes. Quand l'université, la descente de Mont-Saint-Aignan, la côte de Bonsecours, etc., etc. Je ne peux pas citer tous les exemples. Et puis, il ne faut pas oublier tout le reste, les mobilités douces. Il ne faut pas oublier non plus l'autopartage. Il ne faut pas oublier non plus le covoiturage. Bref, tout ce qui peut permettre de rendre la ville plus facile à vivre. Alors, on va faire une transition écologique. On va rentrer dans un débat. On va vous poser une question. On va vous demander peut-être aussi, entre vous, de vous questionner autour de ces enjeux climatiques. Et dans un premier temps, de vous répondre en quoi votre programme répond davantage aux exigences écologiques de notre temps. Qui souhaite prendre la parole? Jean-François Buran en premier. Encore une fois, n'hésitez pas à vous interpeller entre vous. Je pose une question à Nicolas Non, Mathien. Vous pouvez répondre et vous pouvez l'interpeller aussi sur certains points de son programme écologique. Compte tenu des urgences auxquelles on est confronté, un projet par exemple comme la coulée verte du pont Boieldieu, est-ce qu'elle est maintenue dans votre projet ou pas? Puisque j'imagine, peut-être que c'est pas encore budgété, mais c'est un très très gros budget à l'échelle du mandat à venir, avec, je sais, la volonté dans votre liste de faire un prêt très important pour ce genre de projet. Est-ce que c'est maintenu ou est-ce que c'est suspendu compte tenu des circonstances? Pas dans notre liste. En l'occurrence, c'était plutôt un point de différence sur le premier tour. Et vous le savez, j'ai été président d'une région qui avait certainement des défauts, mais autant qu'ils m'en souviennent, c'était l'une, si ce n'est la région la mieux gérée de France. Donc il se trouve que j'ai cette expérience d'avoir géré une collectivité, de savoir qu'un euro dépensé doit être un euro utile. Sur l'ambition écologique, vous avez cité le pont Boieldieu, c'est un exemple. Je l'ai dit, ma vision, c'est qu'on devienne une capitale de la transition écologique. Ça commence par les énergies, par les déplacements, par la rénovation thermique des bâtiments. Et le pont Boieldieu, c'est un emblème. Donc il ne faut pas imposer un projet, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faire ce qu'on appelle un AUP, c'est-à-dire un atelier urbain de proximité, de travailler avec les citoyens, d'intégrer la dimension culturelle, puisque je l'ai dit, on a une vision sur le projet de capitale européenne de la culture. Souvenez-vous de Camille en 2010. Et de voir comment ce pont, peut-être avec d'autres endroits, on a cité le data et on se rejoint là-dessus, peuvent devenir des emblèmes à la fois de cette transformation sociale, écologique et de développement durable du territoire, et en même temps un emblème culturel. Ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, c'était porté aussi par la liste menée par Jean-Michel Bérégovoy. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit pouvoir nous rassembler parce que c'est le lien entre les deux rives, c'est la transition écologique, c'est la qualité de vie et c'est aussi un facteur potentiel de rayonnement. Vous avez commencé justement très tôt cette campagne, Monsieur Bure, enfin très tôt comme tout le monde, mais sur le thème de l'écologie. Et c'est pas forcément là où on vous attendait, c'est pas là où en 2014 vous avez forcément commencé quand vous êtes présenté. Vous avez évolué sur ces questions-là et vous êtes Verdi, on peut dire ça? Oui, non, pas Verdi, mais la pragmatique par rapport aux enjeux et de trouver à la fois des pistes qui vont toujours en complément, comme je disais tout à l'heure, avec l'attractivité de notre territoire. Donc nous, on n'a pas du tout l'ambition d'être la capitale mondiale de la transition écologique. Moins d'ambition, on est dit. Non, mais voilà. Mais on essaye d'être. Je pense qu'il faut de l'ambition. Oui, non, mais il faut avoir de l'ambition. Et après, simplement, il y a un peu d'affichage, disons-le. Je pense qu'on peut travailler sur des pistes extrêmement concrètes, qui sont finançables sur la durée, sur le prochain mandat. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avec les outils dont on dispose. Alors ça ferait donc quoi, voilà, une ou deux propositions de Jean-François Bure, ça fait quoi écologiquement, hormis les transports? Hormis les transports, tout le volet économie verte. Voilà quelque chose d'absolument passionnant. On a un exemple, faut pas toujours tout réinventer, il faut aller voir ce qui s'est fait ailleurs. Un exemple malheureusement dramatique, puisque c'est AZF. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir de décès, sur AZF, c'est plus d'une trentaine de morts. Néanmoins, Toulouse s'est interrogé sur le site. Et Toulouse a su évoluer pour créer un technopole absolument moderne. Voilà ce genre de choses sur lequel on doit réfléchir. Et je trouve que cet aspect de l'économie verte est vraiment une promesse d'avenir. Et il se trouve qu'on a le lieu vraiment pour implanter des entreprises. Et là, c'est du volontarisme politique, hein, c'est le fait d'aller solliciter des entreprises de l'économie verte pour venir s'installer à Rouen. Et puis si après on est exemplaire et si on est dans la presse nationale, internationale, on parle de Rouen parce que justement on a ce volontarisme, ce sera parfait.
Oui, Allez-y, aussi. Nicolas Non, Vernet. je voulais rebondir parce que c'est un point qui est intéressant. Il faut de l'ambition pour Rouen. Il faut de l'ambition pour Rouen. On n'a pas à s'excuser. Bien sûr qu'il y a des difficultés à Rouen, bien sûr qu'il y a des échecs. Et je vais même vous dire, je pense que dans 6 ans, il y aura encore des choses à travailler, à approfondir, à améliorer. Je veux bien vous prendre le pari, il faut de l'humilité aussi. Mais si le maire de Rouen ne porte pas la plus grande ambition possible pour sa ville, qui va la porter? Donc, il faut au contraire ne pas s'excuser de vouloir jouer dans la cour des grands. Je vais vous donner un exemple tout bête, anecdotique peut-être, mais qui pour moi est révélateur. On doit être dans les radars internationaux, sur les villes portuaires, pour dialoguer avec Singapour, pour dialoguer avec Tianjin. Bien sûr que demain, moi je veux des Chinois, des Asiatiques, des Latino-Américains, des Africains qui viennent à Rouen. Savez-vous que le port de Rouen, on n'a pas parlé du port ce soir, a des liens très forts avec l'Afrique. Le port de Lomé au Togo, au départ, s'est inspiré du port de Rouen, a des liens très forts avec le Maghreb. Développons-les et devenons une référence de ce siècle. On a tous les atouts pour le faire. Il faut une ambition forte. Ce n'est pas de l'affichage. C'est bien sûr que ça va prendre du temps. Ça, il faut être honnête sur le temps que ça va prendre. Ça ne se fera pas en un mandat. Ça va prendre du temps. Mais impulsons tout cela. Juste un petit commentaire par rapport Oui. à ça. Pas d'aéroport, pas de contournement, pas de gare. Donc aujourd'hui, la métropole de Rouen n'en a de métropole que le nom. Voilà, donc il faut être réaliste. Les chantiers sont considérables pour être à la hauteur. On nous a comparé beaucoup dans l'histoire à Nantes et à Bordeaux. Vous voyez le décalage abyssal qui existe entre notre ville et ces villes-là qui ont su justement se réinventer, où là, pour le coup, il y avait beaucoup de volontarisme. Donc déjà, on parle du port, vous avez raison de parler du port. Toutes les entreprises du port réclament un contournement. On essaye éventuellement d'avoir le siège d'Aropa, et le message qu'on leur envoie, et que le futur maire de Rouen peut leur envoyer, c'est de dire bah non, on ne veut pas de contournement, alors que, parler de poumon économique, c'est juste à côté. 20 000 emplois à la clé, le rôle central de Rouen par rapport à l'activité portuaire. Le premier message qu'on va envoyer dans quelques semaines, c'est de leur dire bah, vous souhaitez un contournement qui est absolument indispensable, et ben on ne le fera pas. Donc je ne vois pas comment on peut avoir cette ambition-là, alors que sur un projet comme ça d'infrastructure qu'on attend depuis 50 ans, que toutes les grandes métropoles ont, on puisse être à la fois dans l'ambition et à la fois être en retrait sur ce type de projet. Parce que c'est un point de clivage entre vous. Vous, monsieur Ah oui, oui, Rossignol, il y a un point de clivage. vous C'est très étiez clair. favorable au contournement est de Rouen et vous ne l'êtes plus. Est-ce que c'est aussi, en plus de la question du péage, c'est aussi une question écologique? Est-ce que vous pourriez dire que le contournement est, sa faisabilité serait une catastrophe environnementale? En tout cas, il faut être honnête avec tous les citoyens, et ça on le sait depuis le départ, c'est 50 000 tonnes d'émissions de CO2 en plus par an. Là aussi, il faut essayer d'être honnête. On ne peut pas dire d'un côté, il faut aller vers la transition écologique, etc., et il faut une grande ambition parce que la Terre se réchauffe et qu'on doit prendre notre part, et de l'autre côté, rester sur des schémas du passé avec un aéroport, etc., etc. Moi, je pense que, comment dire, on est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Regardez ce qui s'est fait sur Rouen sur les 10-15 dernières années. Je trouve qu'on est trop négatif là, et trop par excès de, comment dire, il faut être réaliste. Alors du coup, il n'y a plus d'atouts. Mais attendez, mais regardez comme Rouen s'est transformé. Moi, je n'ai pas à rougir de la comparaison avec d'autres territoires. Regardez les quais, regardez le centre-ville. Bien sûr que ce n'est pas parfait, mais franchement, qui peut honnêtement dire que la ville ne s'est pas transformée ces 10-15 dernières années? Ce n'est pas parfait, mais franchement, il n'y a pas photo. Donc il y a plein de choses. On a tous les atouts. Simplement, regardez, quand j'étais président de région, on a lancé, c'était Alain Leverne avant moi d'ailleurs, qui l'a lancé, il faut lui rendre hommage là-dessus, les énergies marines renouvelables, avec l'État, avec les industriels, etc. Aujourd'hui, savez-vous qu'il y a des équipes de chercheurs qui travaillent au Madrier sur les énergies marines renouvelables et qu'on a des filières qui sont en train de se créer dans toute la Normandie. L'exemple du parc de Fécamp, c'est 1400 emplois quand même en plus. J'ai vécu la fermeture de la raffinerie de Petroplus. Aujourd'hui, vous avez 5 hectares de forêt sur le site de Petroplus et vous avez une dépollution des sols avec une entreprise qui a rapatrié son siège. On parlait de Toulouse tout à l'heure, de Toulouse. Il a l'accent toulousain d'ailleurs, le patron. Jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'on est une terre d'industrie, mais d'une industrie du futur. Les motorisations décarbonées, le véhicule autonome au Madrier. Donc il y a énormément. Les matériaux. Seine Ecopolis, la rénovation thermique des bâtiments pour être exemplaire au plan écologique et créer des emplois. C'est plein de formations, les matériaux. Regardez le CF à l'Amphi, par exemple. Donc, il y a énormément de choses. Simplement, il faut porter une ambition tournée vers le futur.
Il y a une question de Patrick R, je me permets, et qui vous pose une question là ce soir. Et qui Patrick R. Ah, d'accord. Et qui vous demande la position sur l'aéroport Rouen-Beauce. Parce qu'on est sur le thème de l'écologie. Est-ce qu'il y a il faut le développer, il faut accélérer les lignes, Accompagné de plein de petits bateaux. accompagné de plein de petts bateaux pour Ah oui, et Patrick puis R. des encres aussi en général. Oui, aussi. Faut le saluer de notre. Bah, vous pouvez le saluer, Ouais. il vous regarde. Deux remarques. On est effectivement au XXIe siècle et toutes les entrées de la ville sont absolument saturées tous les matins. En termes d'urgence climatique, c'est un vrai sujet quand même. Sur l'aéroport, alors moi j'utilise assez régulièrement Beauvais, l'aéroport de Beauvais. On est à 30 km de la Seine-Maritime. Comment on a pu passer à côté de ce dossier? Donc il y a une sorte de malédiction sur un certain nombre de sujets. Quand je vois comment la gare de Marseille, de Lille, de Bordeaux ont changé les choses pour ces villes-là, on voit bien que c'est ça qui est important pour désenclaver et mettre une métropole au cœur de l'activité économique en particulier. Vous voyez, donc c'est une sorte de malédiction, c'est ça, c'est une sorte de malédiction pour ces dossiers-là. Donc je ne vois pas comment on peut avoir cette ambition à long terme si on n'a pas au moins les infrastructures qui permettent de faire évoluer en fait les villes. Et on voit bien, il suffit d'avoir le recul sur 20 ans, Lille sur 20 ans, Bordeaux, Marseille, etc., etc. Donc il faut un aéroport à Rouen. Donc on abandonne le cantonnement Est pour vous, mais pour l'aéroport. Moi, je ne crois pas aux malédictions. Je ne crois pas aux malédictions. Je pense qu'il faut du volontarisme. Je crois au volontarisme. Je crois aussi au pragmatisme et au rassemblement. On a raison, effectivement, d'évoquer les infrastructures, parce qu'on a besoin des infrastructures. Aujourd'hui, l'État, avec le coronavirus, il faut quand même actualiser la situation, a dû dépenser beaucoup d'argent public. Et si j'en crois les estimations exprimées par le gouvernement, qui en général sont plutôt des sous-estimations que des surestimations, se retrouve avec un déficit public de 10-11% du PIB. Juste pour que tous nos concitoyens le comprennent, 10-11% du PIB en France, c'est de l'ordre de 250 milliards d'euros de déficit. 250 milliards d'euros. Une dette pour des décennies. C'est un déficit. Et ça veut dire qu'effectivement, la dette va augmenter, vous avez raison, et à un moment, il faut payer tout ça. Ça veut dire surtout qu'il serait malhonnête de dire que l'État a l'argent pour tout financer. Développer. Donc, j'ai été président de région. Quand vous vous retrouvez devant le président de la République ou le Premier ministre, comme ça m'est arrivé, et comme ça arrive à tous les présidents de région, vous n'avez pas 1h30 pour parler de 15 sujets, vous avez 20 minutes, pas plus. Et vous n'allez pas défendre 36 sujets, vous allez en défendre 1, 2 peut-être, pas plus. C'est quoi les priorités à Rouen? Il y a un sujet dont on n'a absolument pas parlé, je crois, jusqu'à présent, le train. Le train. La priorité des priorités pour Rouen, si on parle d'infrastructure, si je dois choisir, si on me dit, je suis désolé, on a 250 milliards, et c'est la vérité, de déficit public, on ne pourra pas tout financer. C'est quoi ta priorité pour Rouen et son agglomération? Si je dois choisir, et gouverner, c'est décider, c'est choisir. Il ne faut pas mentir aux gens. La priorité pour moi, c'est le train. La seconde priorité, elle va peut-être vous surprendre, c'est la fibre. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est vrai que c'est une lacune, on a encore des territoires qui sont pourtant des territoires économiques ou avec des habitations denses, où on n'a pas suffisamment d'accès à Internet, et on a vu pendant le confinement l'importance de cet accès. Donc j'essaye de fixer un cap. On ne pourra pas tout financer. Avoir un club qui joue contre le Barça le samedi, avoir l'aéroport avec des liaisons internationales, Non, ça n'est pas vrai. Donc fixons des priorités. Et sur les infrastructures, je pense que la priorité doit être de se battre tous ensemble pour revitaliser l'axe Seine, jusqu'au Havre, c'est aussi vers Caen et Cherbourg, priorité avec la gare rive gauche, avec la liaison sur le Mantois, le ferroviaire, et la fibre. Messieurs, sœurs, on vous a demandé en fait de travailler avant ce débat, on était en contact avec vous, et on vous a demandé de réfléchir à 3 questions que vous pourriez vous poser l'un à l'autre. Alors, on a un peu débordé, je ne pense pas qu'on ait le temps de poser les 3 questions, mais on va vous laisser en choisir une, parmi celles que vous aviez élaborées ensemble avec vos équipes. Alors, Nicolas Maillard-Rossignol, quelle question souhaitez-vous ce soir poser à Jean-François Bure? Une question courte, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. J'imagine une réponse qui sera courte. Si je suis élu maire de Rouen, est-ce que vous soutiendrez ma candidature comme président de la métropole? Alors on va attendre le 28 déjà pour voir. Et voilà, les jeux sont très ouverts compte tenu des circonstances.
Donc si vous le voulez bien, on en reparlera dans le contexte après le résultat. Mais imaginons que je sois Non élu mais moi le 28 j'imagine juin. rien puisque je suis convaincu que les Rouennaises et les Rouennais vont nous faire confiance à Marine et à moi et à la très belle liste que nous conduisons. Moi ma question elle est très pragmatique et elle est liée à... On n'aura pas de réponse alors. On n'aura pas de réponse alors. J'aurais bien Non, mais si vous voulez pas de réponse, Ah non, vous non, avez le droit. il n'y aura pas de On en va. réponse. Enfin, la réponse, c'est on va voir On en le va. 28 ce qui se passe D'accord. au soir, J'attendais une au suite. soir du dimanche. Vous savez très bien que second tour. le 28, selon le résultat, on viendra vous poser la question. Il n'y a pas de problème, je serai disponible. Bon. Je réponds toujours aux journalistes. Alors à vous. Ma question donc sur les trois, c'est comment vous envisagez la gouvernance de la ville si vous étiez élu le 28 avec à la fois donc des élus déjà donc en place, PS, PC, Vert. Comment va être votre gouvernance compte tenu de ce que nous on a déjà vécu dans l'opposition pendant 6 ans, c'est-à-dire des tensions, des difficultés sur un certain nombre de dossiers. On parlait des relations parfois ombrageuses entre la ville de Rouen et la métropole. Quelle sera votre posture, si vous êtes maire de Rouen, pour faire travailler toute l'équipe municipale de la majorité ensemble, alors que Yvon Robert, maire sortant, qui était plutôt dans le consensus, malgré tout a subi un certain nombre de tensions dans sa majorité. Quelle sera votre position pour arriver à ce que, dans le contexte que nous vivons, les décisions pour Rouen, utiles pour Rouen, soient prises le plus vite possible? Je vous remercie pour cette question et je partage votre point sur le contexte. Le contexte, il nous invite à l'humilité et au rassemblement. J'ai été président de région, je gérais une majorité composite, diverse, dans des moments où la conjoncture politique nationale n'était pas forcément facile pour la gauche, notamment sous la présidence de François Hollande. Je crois honnêtement pouvoir dire qu'on n'a pas tout fait bien, mais nous avions une majorité qui a fonctionné, qui a avancé et qui était aussi ouverte. Et ça me permet de répondre d'une façon peut-être un petit peu plus large que votre question, mais j'en vois le prolongement. Ce n'est pas uniquement la majorité. Le maire, il est le maire de tous les Rouennais. Et la minorité, elle représente aussi une partie des Rouennais. Je pense aussi, parce qu'il se trouve qu'on est dans ces conditions un petit peu particulières, à des électeurs, il y en a qui se sont déplacés quand même le 15 mars, même s'il y a eu une abstention importante, qui ne sont plus représentés au second tour, parce qu'il y a des candidats qui ont démissionné. Eh bien, ils ne sont pas moins Rouennais que les autres. Et donc, ce sera le rôle du maire et de son équipe et de toute sa majorité de travailler avec l'opposition. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de l'attractivité et du rayonnement. Vous avez un rôle important au département sur ces sujets-là. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Mais je vais élargir encore un tout petit peu plus loin. C'est la même chose au niveau métropolitain. Et c'est pour ça que j'aurais aimé avoir une réponse à ma question. Parce qu'au niveau métropolitain, plus encore, on a besoin de travailler ensemble. Merci. On s'était déjà vu une première fois, il y a quelques semaines, avant d'être confinés, ensemble avec tous les candidats, enfin, presque tous, tous les candidats de cette élection rouennaise. Nous avions joué ensemble à un escape game et il nous reste quelques petites questions. Je vois que vous vous souvenez bien du principe. Vous avez... Traumatisé, oui, on était traumatisé. Oh, on adore vous traumatiser. Donc on va continuer. Il y en a 6, vous pouvez choisir donc un numéro entre 1 et 6 et on se fera un bonheur de vous poser cette question. Alors forcément, pour une fois, vous ne répondrez pas aux mêmes questions comme c'était le cas la première fois. Jean-François Bure, entre 1 et 6. Oui. Si vous voulez, si vous pouvez prendre la 6. 5. 5. Pour faire face à la concurrence phénoménale du commerce en ligne, l'association des commerçants rouennais vous supplie d'instaurer la gratuité totale des parkings de la ville tous les samedis de l'année pour faire revenir les consommateurs. Les suivez-vous? Alors, en concertation, c'est ce que je proposais dans le contexte de la crise, d'avoir vraiment un tarif spécifique pendant plusieurs mois. On ne peut pas être dans la gratuité totale, mais il y a la possibilité, je pense, de faire un effort significatif dans ce domaine. Nicolas Maher-Rossignol, un chiffre entre 1 et 6, sauf le 5. Ah. On les a souhaités. Le sulfureux humoriste Dieudonné a loué discrètement une salle à Rouen pour jouer son spectacle, non interdit par la loi, mais dont de nombreuses associations jugent le contenu négationniste et antisémite. Interdisez-vous le spectacle dans la ville?
Ce sont des sujets difficiles. On nous avait posé une question similaire, je crois, dans le cadre du débat culturel sur Roman Polanski, par exemple. Moi, je pense qu'il faut être clair sur les valeurs. La haine n'a pas sa place à Rouen, donc c'est non. Et on va passer à d'autres questions, celles des Oui. internautes. On voulait terminer donc, ce débat avec les internautes, les 20h02. On va bientôt se quitter, c'est bientôt fini. Mais d'abord, quelques questions. Alors, il y avait une question de Christophe Chauman qui vous pose donc la suivante. Quelles mesures prendriez-vous pour le réchauffement climatique lors de votre première année de mandature, 2020-2021 une proposition concrète, végétalisation, îlot de fraîcheur. Monsieur Maillard-Rossignol. Il y a beaucoup de choses sur la première année de mandature. Hein. Oui, une disposition qu'il faudrait Transport prendre en commun, expérimentation de la gratuité le samedi, incitation au covoiturage, développement du ferroviaire, rénovation thermique des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, une des grandes sources d'émissions, c'est tout simplement que on chauffe l'extérieur, parce on a beaucoup de passoires thermiques à Rouen. Donc rénovation thermique des bâtiments publics, et aide chèque énergie. Là aussi une proposition de la liste Réenchantons Rouen l'écologie en acte. Financée par la ville ou la métropole, une aide. Oui, les deux, bien sûr, bien sûr. Et puis troisième point, effectivement, végétalisation de la ville, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Monsieur Bure. Alors, plusieurs points été évoqués. Je n'ai pas parlé de covoiturage, mais nous, on a fait une expérimentation au département qui fonctionne bien et qu'on voudrait vraiment développer à l'échelle de la ville et de la métropole. Une question de Clément Gaillon. Le point de vue sur la déforestation de la forêt du Madrier. 60 hectares menacés. Il y avait une manifestation tout à l'heure. Votre point de vue, Monsieur Bure, là-dessus, pour la construction d'un nouveau campus au Madrier. On arrête ou on poursuit ? C'est compliqué comme sujet parce que là, c'est une source d'attractivité qui va arriver avec ce campus. C'est un projet très intéressant qui s'inscrit vraiment dans la durée. Il y a beaucoup de. Alors, ce serait trop long de développer en fait ce projet, mais c'est un projet absolument Vous êtes passionnant. plutôt favorable au projet ? Ah oui, absolument. Bon, absolument. donc on poursuit. Oui. Monsieur Maillard-Rossignol. La difficulté, c'est que c'est un projet qui a été lancé il y a très longtemps et que, en fait, on arrive à la phase terminale en réalité du projet. Il a été mis en place avant le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, en toute sincérité, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui l'arrêter. Par ailleurs, il a une vocation Le volontarisme politique là peut pas suffire. économique et écologique, parce que c'est aussi un projet sur le domaine de l'éco-construction, qui est intéressant de ce point de vue-là aussi. Je rappelle qu'on a fait Seine Écopolis dans ce coin-là, et que c'est intéressant aussi pour des raisons écologiques. Donc, je pense que ce serait malhonnête de dire qu'on peut l'arrêter aujourd'hui, parce que juridiquement, ça n'est plus possible. Par contre, ça nous questionne, comme ça nous a questionné, et les associations ont eu raison de le faire, et elles ont un rôle d'aiguillon, même si on n'est pas toujours d'accord, sur la ferme de Bonsecours, sur la Prévotière à Bois-Guillaume, sur les serres à Saint-Étienne-du-Rouvray, et plus largement sur la question de l'artificialisation des sols. Et sur notre projet, c'était peut-être pas évident au départ, on l'a porté à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire en travaillant avec des amis, parce que c'est très important de porter un projet municipal, mais si vous n'avez pas une alliance avec des collègues des autres communes, vous n'allez pas y arriver au niveau métropolitain. Le projet d'atteindre zéro artificialisation des sols en 2026, c'est-à-dire d'ici la fin du mandat. Ça, c'est un horizon stratégique qui est difficile à atteindre, mais encore une fois, il faut qu'on soit cohérent. Si on veut reconstruire la ville sur la ville, si on veut atteindre nos objectifs par rapport au réchauffement climatique, eh bien, on a besoin aussi de faire des choix. Donc, il y a l'existant, il y a des choses, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je crois plutôt malheureusement, on ne peut plus arrêter maintenant. Par contre, projetons-nous vers l'avenir, zéro artificialisation des sols d'ici 2026. Est-ce que je peux poser 2 questions encore, Dorothée ? Oui, oui. Bon, 2 questions. Il y a Jeanne Saumon qui nous demande que comptez-vous mettre en place pour la sécurité à Rouen la nuit, spécifiquement, notamment pour les femmes qui rentrent seules. Le programme sécuritaire, Monsieur Bure, vous le développez dans votre programme, on peut le retrouver. Oui. Il y a... Du coup, comme il y a 2 questions, on va répondre de manière assez brève, en 30-40 secondes. Oui, C'est un en tout cas sur la sujet, sécurité. Absolument majeur pour Rouen, compte tenu des chiffres, c'est tout simple, plus de 35% de délits sur Rouen en 2019. Donc pour ce sujet précisément, brigade de nuit qui n'existe pas, qui avait été une promesse qu'avait faite la majorité sortante, qu'on doit absolument mettre en place compte tenu de la baisse des effectifs de la police nationale. Il faut que la mairie de Rouen investisse. Oui. D'accord. Monsieur Maillard-Rossignol, pour la nuit, la sécurité de la nuit à Rouen. Il y a beaucoup de sujets.
Bien sûr, renforcement de la police municipale, mais attention, parce que ça a aussi, ou alors il faut dire comment on le finance, hein, parce qu'on peut donner des chiffres comme ça pendant une campagne, mais à ce moment-là, il faut bien préciser combien ça coûte. Il y a une proposition que nous portons depuis le départ, qui est le renforcement de la police, la création de la police, d'une police intercommunale des transports. Parce que comme je l'ai dit, les transports, c'est pas la ville, c'est la métropole. Et on voit qu'on a beaucoup de sujets dans les transports. Vous attendez le bus, le soir, la nuit, bon, vous attendez longtemps parce qu'il n'y a pas la même fréquence que dans la journée. Et puis, c'est souvent des difficultés intercommunes. Donc, une police intercommunale des transports. Il y a aussi des enjeux d'éclairage. Il y a aussi des enjeux tout simplement d'alerte, de système SMS, etc., etc. Donc, personne ne doit prétendre avoir une formule magique contre l'insécurité. C'est un sujet très difficile. Si quelqu'un avait une solution miracle, ça se saurait. Par contre, je crois que sur des sujets très concrets, pragmatiques, l'éclairage, la fréquence des bus, parce que si vous attendez 30 minutes ou si vous attendez 5 minutes, c'est pas la même chose. Des brigades effectivement de nuit, à condition de dire comment on les finance, et une police intercommunale des transports. Un effectif constant. Il y a des départs en retraite à la mairie de Rouen, et donc on considérera demain que la priorité sera apportée sur la police, sur le déploiement de la police municipale. Petite question sur les étudiants. Comment le maire de Rouen ou le président de la métropole peut favoriser l'attractivité pour les étudiants de Rouen? Monsieur Bure, est-ce que là, il y a un axe particulier pour vous? Eh ben, c'est la variété, question la richesse de Catherine, pardon. De Catherine. Donc c'est évidemment de réfléchir, et là c'est du temps long, sur la variété, la richesse et la diversité de l'offre de l'enseignement sur Rouen, et puis naturellement aussi l'attractivité de la ville en elle-même, en fait, qui est absolument fondamentale. Monsieur Maillard-Rossignol, les étudiants, il faut les garder, les faire venir. Mais voilà un très bel atout de Rouen. Peu de gens le savent, mais Rouen, c'est la première ville étudiante de Normandie. Il y a énormément d'étudiants à Rouen, et pas qu'à Rouen d'ailleurs, sur l'agglomération rouennaise. Donc c'est effectivement un travail à faire avec la ville. Il y a déjà des choses qui existent, hein, les azimuts par exemple, mais on peut faire beaucoup plus. Là encore, au niveau de la municipalité et au niveau de l'agglomération, parce qu'il y a des sites qui ne sont pas forcément sur la ville de Rouen. Et puis, ce n'est pas uniquement une ville attractive pour faire venir des étudiants. Les étudiants sont une source d'attractivité de la ville. Ils peuvent animer la ville, à condition bien sûr que ce soit encadré, mais faisons-leur aussi confiance, travaillons ensemble. Ils peuvent participer à la créativité, à l'innovation de la ville. On a vu des start-up, on a vu des groupes de musique, on a vu des artistes. Donc c'est une richesse pour Rouen, à condition de bosser ensemble. Donc je crois qu'on a une équipe, parce qu'on a une équipe renouvelée aussi, qui a peut-être plus que par le passé, en tout cas encore une fois pour le futur, cette ambition de travailler avec les étudiants de tout l'enseignement supérieur. Il y a les grandes écoles, il y a aussi l'université, il y a l'école d'archi, il y a énormément d'étudiants à Rouen. C'est un atout, c'est une fête, c'est une joie, c'est une source d'attractivité. Il y a une dernière question qui est en fait une précision. Des internautes nous demandent qui est Patrick R. Donc on va répondre, il s'agit du président et du cofondateur de l'Armada. Avis. Voilà, donc on tenait à vous remercier, Jean-François Bure, Nicolas Maillard-Rossignol. Merci beaucoup. Donc rendez-vous le 28 juin. Dimanche 28 juin pour les élections. Pour savoir qui des deux sera le maire de Rouen. Merci Raphaël. Merci Dorothée, merci au Club de la presse et de la communication. Merci à Actua Prod pour les moyens techniques et humains pour que vous puissiez voir sur Facebook dans des très bonnes conditions cet échange. À bientôt, bonne soirée. Merci. Au revoir.